Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Bati Talks de Batimat. Je m'appelle Sébastien Borgna, je suis journaliste et j'aurai le plaisir d'animer les débats pendant 4 jours. Batimat rassemble cette année plus de 2000 exposants, c'est 200 de plus qu'en 2022 et se prépare à recevoir 120 000 visiteurs, un rendez-vous incontournable pour tout le secteur. Sur cette scène, nous recevrons des professionnels mais aussi des élus, des experts, des chercheurs pour aborder les enjeux et les mutations, changer de perspective, trouver des solutions pour relever ensemble tous les grands défis. Ce matin, nous aborderons la réponse aux crises écologiques et économiques avec Benoît Bazin, Olivier Saleron, Jean-Christophe Repon. Nous recevrons aussi dans quelques minutes Jean Pisani-Ferry. Commençons d'abord par planter le décor avec notre premier invité. Il est explorateur et chercheur. Il parcourt le monde depuis 20 ans, dirige des expéditions dans des milieux extrêmes. Il travaille avec son institut de recherche sur notre capacité à nous adapter aux changements climatiques et aux crises. Son ambition, nous sensibiliser et nous préparer au monde de demain. Je vous demande d'accueillir Christian Clot. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis extrêmement fier et heureux d'être ici avec vous et je vous salue toutes et tous sur votre nom, grade et qualité. Je sais que vous êtes toutes et tous investis dans ce grand secteur du bâtiment, de la rénovation. Et évidemment, moi, je ne suis pas de vos métiers. Je suis explorateur, chercheur. Je dirige un institut de recherche sur l'adaptation humaine. Et mon travail depuis maintenant presque une trentaine d'années, c'est de parcourir la planète. J'ai travaillé dans plus de 60 pays, dans toutes les conditions climatiques et systémiques potentiellement extrêmes et tous les changements de conditions de vie. Et c'est vraiment ma spécialité. J'ai créé un institut de recherche sur le sujet pour comprendre ce que ça veut dire finalement, nous, en tant qu'humains, de changer face à des nouvelles conditions de vie, face à des nouvelles contraintes. Et je crains malheureusement que les nouvelles contraintes, vous en connaissiez beaucoup plus que moi dans les temps actuels. Alors c'est vrai qu'on est dans un moment de l'histoire qui est quand même extrêmement particulier pour nous les humains. Quand on travaille sur le changement, sur les crises, on peut classer les grands changements systémiques, ceux qui touchent plus ou moins toute la planète au même moment, ou en tout cas une grande partie de la population planétaire, en 3 catégories. La première catégorie, c'est les changements environnementaux. Et ça, vous les connaissez, on commence à en subir, c'est un vrai sujet pour le futur. Et ces changements, c'est parce qu'on déménage ou parce qu'on change son entreprise de place dans le territoire ou simplement parce que les changements de conditions évoluent chez nous. Le deuxième grand changement, c'est les changements technologiques. Alors là encore, on en a déjà connu beaucoup, l'arrivée de la roue, l'arrivée du feu en son. Mais on est en train de vivre des changements technologiques extrêmement particuliers avec la Gen AI qui est en train de bouleverser notre manière de penser. Et enfin, les troisièmes changements sont les changements sociaux et sociétaux. Et je crois que je n'ai pas besoin de dresser la liste de ce qui se passe actuellement dans le monde pour comprendre que plusieurs sont en jeu. Tous ces changements-là, on est bien d'accord, ont déjà eu lieu dans le passé, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois connu qu'ils interviennent au même moment de l'histoire, concomitant. Et ça, c'est très complexe parce que ça place le système dans une sensation de changement et d'évolution permanent face auquel on a du mal à faire face, auxquels s'ajoutent évidemment les changements spécifiques. Et quand je parle de changements spécifiques, je parle par exemple pour la France de la problématique économique et le bâtiment en fait partie. Je parle des problèmes des entreprises en elles-mêmes, je parle des problèmes personnels, puisque finalement le changement le plus important que l'on vit souvent dans une vie est l'arrivée d'un premier enfant ou le décès d'un proche. Mais quand on commence à réfléchir à tout ce que veut dire ces changements pour nous en tant qu'humains, pour notre cerveau, c'est considérable. On est en train d'être soumis à une quantité informative, une quantité de notions, une quantité de changements qui nous poussent à une compétence limitée pour comprendre tout ce qui nous arrive. Est-ce que vous arrivez, vous, dans votre tous les jours, à faire face à l'ensemble de ce qui se présente à nous, à l'ensemble des compréhensions, à l'ensemble des problèmes futurs? C'est extrêmement complexe. Et ça nous place dans une situation un peu difficile pour nous, pour les entreprises, pour tout le monde, de la capacité que nous avons à comprendre l'ensemble des évolutions nécessaires que nous allons devoir à la fois subir ou créer. Ça, c'est une décision qu'on peut prendre en partie, face à notre capacité tout simplement de fatigue mentale, de réflexion et de challenge personnel. Et ça, malheureusement, de plus en plus de citoyennes et de citoyens sur notre planète et en France se trouvent en difficulté par rapport à ça. Vous avez 82% de la population mondiale qui déclare aujourd'hui « je n'ai plus le temps ».
et à qui on demande en plus, si vous avez peut-être entendu ça dans vos propres entreprises ou ailleurs, faire plus avec moins. Faire plus avec moins. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut continuer de faire plus avec moins? Je ne pense pas que ce sera possible à long terme. Et donc tout ça fait qu'on se trouve dans une contrainte assez particulière d'instantanéité de pensée qui sont d'une complexité folle et qui font qu'on a une tendance au repli sur soi et à l'incapacité à regarder les ensembles. Et pourtant, le repli sur soi qui souvent nous amène à vouloir retrouver ce que l'on connaît, puisque qu'est-ce que fait le cerveau d'un humain quand il est confronté à des changements qu'il ne comprend pas? C'est de revenir à une chose qui lui est propre, qui lui est simple, qui lui est compréhensible immédiatement en utilisant peu d'énergie. Parce que tout est là finalement. C'est l'énergie que l'on va dépenser pour pouvoir parvenir à faire quelque chose. Et lorsqu'il y a trop d'énergie à dépenser, lorsque le coût-bénéfice d'un changement paraît trop important et que le bénéfice n'est pas suffisant, alors on essaie de retrouver ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît, c'est souvent ce qu'on avait avant. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de monde essayer de retrouver l'avant ou de se stabiliser sur le maintenant plus que de construire le futur. Je ne dis pas que c'est le cas du bâtiment parce que je sais que le bâtiment est extrêmement actif de l'innovation et pourtant on voit quand même beaucoup de situations où on a tendance à se dire ce que je connais, je continue de le pratiquer parce que c'est plus simple. Malheureusement, les enjeux futurs sont considérables. Ces trois changements systémiques dont j'ai parlé, évidemment celui qui va concerner tout Batimat, puisque c'est l'un des enjeux de ce salon et que ça a été posé comme tel, la notion environnementale et climatique va être quelque chose de fondamentalement complexe et nouveau. On parle de 2, 3, 4 degrés d'augmentation de moyenne globale. Très sincèrement, en disant ça, je ne vous ai rien dit. Qui peut comprendre 3 degrés d'augmentation mondiale? Pas grand monde. Maintenant, si je vous parle que soudainement, en un instant, nous aurons 500 mm de pluie qui tomberont sur quelques heures, comme nous l'avons déjà vécu cette année et les années précédentes à Cannes, en Normandie, ailleurs en France. Si je vous dis qu'en une journée, vous passerez de 30 degrés à 50 degrés et que ces 50 degrés vont se maintenir pendant plusieurs jours et qu'il faudra réussir à y faire face, alors on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus spécifique. Nous n'allons pas subir une lente évolution du climat, nous allons subir des pics de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus nombreux dans nos vies quotidiennes. En soi, c'est quelque chose que l'on peut essayer d'éviter en partie. Nous devons évidemment beaucoup travailler pour réduire le risque climatique. Et d'ailleurs, ce travail il vous est demandé de manière assez importante dans la filière avec la réduction du CO2. Mais là encore, on parle beaucoup du CO2, mais tout le reste est aussi important puisque vous le savez, si on parle de 50 degrés, ce qui sera possible certainement dans quelques décennies chez nous, on parle de 2050, 2060, sur des pics climatiques entre 45 et 50 degrés, pendant environ potentiellement 1 mois à 2 mois par année. Vous imaginez 1 mois à 2 mois par année dans ces conditions? Ce n'est pas seulement un problème de CO2, c'est un problème beaucoup plus complexe. L'électricité à produire est plus difficile, à acheminer encore plus. Les trains commencent à ne plus circuler correctement, les camions ne roulent plus tout à fait. La santé humaine est mise en jeu, la crainte intellectuelle est encore plus grande. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver de manière systémique. Alors, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit, on ne parle que de peur et de crainte. Non, la question qu'on a à se poser aujourd'hui collectivement, elle est assez simple en fait. Nous sommes en 2024 et nous avons 20 ans devant nous pour mettre en place les mesures nécessaires, certes pour réduire nos émissions, ça nous sommes tous et toutes d'accord sur le problème, mais aussi pour nous préparer. Et ça a un seul mot, et ce mot c'est adaptation. L'adaptation, on l'a souvent considérée de manière assez négative, puisqu'on plaçait l'adaptation en opposition à l'atténuation. Si nous ne parvenions pas à atténuer, alors il fallait s'adapter. C'est totalement illusoire de penser que l'on peut opposer ces deux notions. Illusoire. Pour une simple raison. Tout changement, pour un humain, demande une adaptation. Et lorsque vous voulez atténuer, vous devez changer. Changer des méthodes de faire, changer des méthodes de travail, changer des méthodes de vie, changer des méthodes de consommation. Et ça, c'est une adaptation. Si nous voulons atténuer, nous devons nous adapter, mais aussi si nous voulons nous préparer,
nous devrons nous adapter. Et l'adaptation est un mécanisme que tout humain, sans exception, est capable de faire. Mais que pourtant, seuls quelques pourcents parviennent à faire sans effort en France pour une seule raison. Et vous pouvez réfléchir à ça dans vos vies personnelles. L'école ne forme pas à l'adaptation. Les formations continues ne forment pas à l'adaptation. Les formations globales ne forment pas à l'adaptation. Nous sommes en France un pays qui ne forme à aucun moment nos équipes, nos humains à s'adapter. Vous allez me dire, bah si, on apprend aux gens à faire face aux nouveautés, à faire face aux changements. Ce n'est pas de l'adaptation. L'adaptation, c'est cette capacité que nous avons à plusieurs choses. Je vais vous en citer quelques-unes. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur l'adaptation aujourd'hui, mais certaines me paraissent fondamentales parce qu'elles peuvent être utiles au quotidien dans les systèmes que vous êtes en train de vivre. La première notion, et c'est une notion qui est assez peu connue et en tout cas décriée, c'est la notion d'acceptation. Comment voulons-nous nous adapter à un nouveau système si nous n'acceptons pas ce qu'il est? Et la plupart du temps, nous avons tendance à lutter contre le changement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez long et qui nous fait perdre un temps énorme. Nous luttons contre une réalité, quelle qu'elle soit. Réalité économique, réalité systémique, réalité environnementale, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque nous ne sommes pas contents avec ce qu'on nous propose, nous nous mettons en lutte. Or, la question est plutôt de savoir comment je prends cette nouvelle chose sans me résigner et sans abandonner pour la transformer selon mes besoins. Et pour la transformation, il va falloir une deuxième notion qui est fondamentale, que vous faites déjà en partie, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, c'est la notion de coopération. Vous avez dans vos filières, dans vos compétences, une puissance extraordinaire. Parce que vous touchez à une troisième notion d'adaptation qui est sans doute la plus fondamentale, c'est la notion des émotions. Le bâtiment, pour l'humain, est une émotion fondamentale. C'est la troisième peau pour nous. On a la peau, on a le vêtement, et on a cet endroit dans lequel on va s'abriter lorsque l'on veut passer la nuit, lorsque l'on veut être tranquille, lorsqu'on veut être bien. Et cette notion-là, elle est la clé de beaucoup de choses pour vous. Parce qu'elle va vous demander, et elle demande simplement ce dialogue nécessaire entre vos consommateurs, les personnes habitantes de ces bâtiments, et vous, qui devez les concevoir, non pas selon vos regards, bien sûr vous les avez, mais selon leurs besoins aussi. Et cette puissance-là, elle est très forte. Ça veut dire que, en gros, certes, vous avez des difficultés gigantesques actuelles, des difficultés économiques, des difficultés d'instabilité. On en parlait tout à l'heure au petit déjeuner qu'on a fait avec certains acteurs de la filière. Une instabilité politique, une instabilité des règles, une instabilité des systèmes, et puis de plus en plus de règles. On parlait de 280 nouvelles règles, je ne sais pas quoi, en quelques années. C'est complètement aberrant. Oui, c'est aberrant. Mais il y a une certitude, c'est que votre puissance, si vous coopérez tous et toutes ensemble, si vous coopérez avec vos clients, qui eux ont des besoins très spécifiques et des attentes très spécifiques de votre filière, vous avez le moyen de dialoguer et d'imposer vos règles à vos gouvernements. Ce n'est pas facile. Ça demande un engagement fondamental, mais vous avez un moyen et un levier qui est énorme parce que vous avez à la fois de la puissance et vous avez l'élément clé pour les humains, la protection qu'offre le bâti. Or, les émotions dans le cerveau sont fondamentales. Si je vous dis qu'une avalanche est tombée au Chimborazo et qu'elle a tué 10 personnes, vous lisez ça dans le journal, ça ne va pas vous faire grand-chose. C'est triste, mais c'est un événement. Si dans cette avalanche et dans ces 10 personnes, vous avez l'être qui vous est le plus proche, cette même information devient fondamentale et va changer vos vies. Ce petit fait, ce détail de différence entre l'information que je reçois et l'information que je ressens fait toute la différence dans le cerveau. Nous ne pouvons comprendre une information qu'en rapport à l'émotion qu'elle représente pour nous. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses sur l'adaptation, mais le temps file. Et je voulais juste vous passer ce message aujourd'hui. Cherchez par tous les moyens, dans les changements, dans les transformations et dans les difficultés que vous vivez aujourd'hui, la capacité de faire vivre les émotions à vos équipes, à vos collègues, à vos clients. Et là, vous avez la clé absolue
pour faire levier sur l'ensemble des besoins que vous avez afin de vous adapter et d'adapter vos systèmes et d'adapter vos clients aux contraintes futures. Je serai ravi d'en parler plus longtemps avec vous. Je serai pendant les 4 jours au salon, donc avec plaisir pour en parler et faire évoluer cette notion toute simple que oui, la technique, oui, l'économie, oui, les systèmes doivent changer, mais tout ça est toujours lié à un élément fondamental, les humains qui sont le réceptacle de l'ensemble de ces données. Merci beaucoup. Merci Christian Clot. On va prolonger cette discussion avec vous. Vous parliez à l'instant d'émotion, ça tombe bien. C'est le cœur de votre nouveau projet, Climate Sense. Vous avez conçu un camion impressionnant qui nous projette dans le futur. Vous l'avez sans doute vu d'ailleurs en arrivant dans ce hall. De quoi s'agit-il précisément ? Alors ça fait partie de un des éléments sur lesquels on doit travailler, c'est le réchauffement climatique. Encore une fois, c'est loin d'être le seul problème, mais c'en est un qu'on va devoir prendre en charge. Et on a réalisé qu'il était très dur pour les humains de comprendre ce dont on leur parlait quand on leur dit 45, 50 degrés, quand on leur dit... Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Oui, on a déjà vécu des canicules, mais elles étaient à 35, 36 degrés. Donc on a voulu créer un endroit où on peut vivre le climat du futur physiquement. Donc on entre dans cette chambre climatique, on va pouvoir marcher dans la rue, faire des gestes du quotidien, faire des exercices de cognition pour voir tout simplement comment on est à l'aise durant une trentaine de minutes dans ces conditions. Et à la fin, on vous pose une seule question. Est-ce que vous auriez aimé ou accepté de vivre une journée entière dans ces conditions ou une semaine entière? C'est rare qu'on me dise « Ah ouais, super ». Donc oui, c'est vraiment ça le but. Une prise de conscience par l'émotion ressentie pour aller ensuite offrir des idées de solutions parce que l'émotion est importante, mais la mise en acte est l'élément qui crée la confiance. Si je mets en acte, je crée la confiance et je peux changer le monde. Si j'ai juste l'émotion et que j'attends qu'elle passe, ça ne sert à rien. Alors ce camion, il va sillonner la France. Il était à Verdun, je crois, il y a quelques jours. Que vous disent finalement toutes celles et tous ceux qui l'ont testé, qui ont testé ces conditions apocalyptiques? La plupart du temps, ils se posent d'abord des questions sur elles. C'est qu'est-ce que je viens de vivre et comment je le vivrais si ça devait perdurer plusieurs jours. Et ensuite, la deuxième réponse est toujours la même. Je ne veux pas vivre ça dans le futur. Et ça, c'est une évidence. Et je dirais... Je n'ai pas besoin de le faire ressentir pour que tout le monde comprenne bien qu'on n'a pas envie de vivre dans ces climats. On a entendu parler du Pakistan, on a entendu parler du Mexique ou de l'Inde où ces températures ont tué des milliers de personnes. Mais nous, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a des filières, une économie et des humains pour prendre en charge ce qu'on vit. Et donc, le vivre, c'est une chose, mais nous avons les moyens ensuite de répondre à cette problématique, à la fois pour la réduire, mais aussi pour s'y préparer. Vous restez avec nous, nous allons maintenant poursuivre cette discussion avec un économiste de renom, ancien conseiller économique à la Commission européenne, ancien commissaire général de France Stratégie, auteur du rapport Incidence économique de l'action pour le climat, pilier de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, professeur à Sciences Po. Je vous demande d'accueillir Jean Pisani-Ferry. Jean Pisani-Ferry, merci d'être parmi nous. Avant de vous laisser la parole, peut-être un mot sur l'initiative de Christian Clot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que les Français sont suffisamment sensibilisés à nos changements climatiques? Je crois qu'ils sont sensibilisés, mais ils n'ont pas compris tout ce que ça implique et ils ne se sentent pas acteurs. Et donc je crois que c'est toujours très important par rapport à une transformation de comprendre comment on peut en être un acteur, comment on peut être un acteur de la réponse, comment on peut s'adapter, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que sur ce plan-là, il y a un grand désarroi chez les Français, comme chez les autres pays européens, chez les autres citoyens européens ou dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a cette grande difficulté à comprendre de quelle manière on peut se transformer en acteur. Alors il y a les Français à sensibiliser, il y a aussi les professionnels de tous les secteurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Batimat pour vous exprimer, parler de vos convictions, de vos combats? Parce que c'est
moi, si vous voulez, je suis un économiste, j'ai une vision un peu abstraite des choses, un peu générale. Et je pense que c'est très important d'avoir un dialogue avec les professionnels. On a eu un petit déjeuner ce matin qui m'a permis de réaliser un certain nombre de choses, de préciser une partie de ma propre analyse. En même temps, je crois que l'analyse économique, elle a un avantage, elle a la force de se situer à un certain niveau de généralité, et c'est dans ce dialogue entre le concret et le général qu'on arrive probablement le mieux à comprendre les choses. Et on va être très concret ce matin, Jean Pisani-Ferry. Nous vous laissons maintenant la parole pour nous livrer donc votre analyse sur l'impact économique pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et les grands défis qui attendent la France et les Français. Merci. Bon, d'abord, la neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif qui a été fixé par l'Union européenne et qui s'applique à tous les pays. Et ça veut dire énormément de choses. C'est-à-dire, on parle du bâtiment aujourd'hui, mais en même temps, c'est très largement une révolution industrielle. C'est une révolution dans la manière de produire, c'est une révolution dans les objets qu'on produit. Et c'est une révolution qui va se passer à un rythme sans précédent. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on a changé 2 fois déjà de sources d'énergie. On est passé de l'énergie traditionnelle au charbon. Et puis ensuite, on est passé du charbon aux hydrocarbures. À chaque fois, ça a entraîné des révolutions industrielles de grande ampleur. La différence, cette fois-ci, elle est double. C'est que ça va se passer encore plus vite. Il fallait à peu près 40 ans et demi-siècle pour passer d'une énergie marginale à une énergie dominante à l'échelle mondiale. Ça va se passer encore plus vite. Il va falloir éliminer complètement les combustibles fossiles. Et ça ne se fera pas seulement par la technologie, ça se fera aussi par la technologie, mais ça se fera beaucoup par la volonté, par l'action collective, par l'orientation par les pouvoirs publics. Parce qu'au fond, aujourd'hui, ce qui est très difficile pour tout le monde, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on contribue au changement climatique. Mais en fait, le changement climatique, c'est la somme de tout ce qui se passe à un moment sur la planète et qui contribue à ce que des gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. La manière de se représenter ce dont il s'agit, c'est très simple. On émet une tonne de carbone n'importe où sur la planète, elle va dans l'atmosphère et elle y reste, on va dire de manière infinie, mais elle y reste très longtemps, suffisamment longtemps pour que l'infini, la durée de vie infinie, soit une bonne approximation par rapport à notre propre horizon. Et ensuite, chaque tonne de carbone en plus dans l'atmosphère, ça contribue au réchauffement climatique. Donc ça, c'est l'aspect général. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire en France et en Europe? On veut atteindre la neutralité carbone. On veut atteindre la neutralité carbone pour des raisons qui sont bonnes, qui sont que nous avons d'une certaine manière, le Premier ministre a parlé de dette climatique. Nous avons une dette comme économie avancée, c'est-à-dire que nous avons, dans le passé, émis beaucoup. Et nous avons aussi les moyens de changer de système. Nous avons la capacité d'investir. Et donc, cet mélange d'une dette, si vous voulez, climatique et d'une capacité d'investir, c'est ça qui nous permet de nous fixer des objectifs ambitieux. En matière de bâtiments, c'est compliqué parce que dans toutes sortes d'autres domaines, on parle en fait de produits nouveaux. La durée de vie d'une automobile, c'est 10-15 ans. La durée de vie d'un avion, c'est 20-30 ans. La durée de vie d'un bâtiment, elle est beaucoup plus longue. Et donc aujourd'hui, on se trouve confronté à un problème de bâtiments nouveaux
mais on se trouve confronté à un problème massif de rénovation des bâtiments existants. Et donc ça, pour atteindre nos objectifs, il va falloir qu'on investisse beaucoup. Combien? Pour la France, on peut estimer qu'on va devoir investir 50 milliards de plus par an dans la rénovation et dans la construction et dans l'amélioration des bâtiments. 50 milliards par an, c'est peut paraître un peu abstrait, c'est 5 Jeux olympiques de Paris par an. Et ça, on va devoir faire ça pendant 25 ans. Voilà. C'est ça qui est devant nous. Et donc, c'est un effort absolument considérable. Et comme le disait Christian Clot tout à l'heure, ça, c'est pour l'atténuation, pour limiter les émissions du bâtiment. Mais en parallèle, on va devoir faire des efforts, et pour le bâtiment aussi, bien sûr, des efforts d'adaptation à des températures extrêmes. Donc, pour atteindre ces objectifs, il va falloir changer de braquet. Changer de braquet, ça veut dire qu'il va falloir très fortement augmenter, il va falloir tripler, par exemple, les efforts annuels de rénovation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Il va falloir, donc, on fait des efforts de rénovation énergétique, mais il faut faire 3 fois plus chaque année. Il faut faire, l'État doit multiplier aussi par 3 ces efforts de rénovation. Les collectivités territoriales par 4. Donc, c'est des efforts annuels qui vont être considérables. Et là, donc c'est ce qui est devant nous, et c'est ça qui s'impose à nous. Alors, ce matin, on était dans un petit déjeuner avec un certain nombre de provinciaux, il y en a qui sont ici, et qui nous disaient on peut le faire. Hein. Je pense que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le message qui ressortait de ce petit déjeuner, c'était un message de capacité. Il n'y avait pas un message de désarroi, c'est un message de dire on a les moyens, on a la technologie, on a les entreprises, on a les solutions. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne va pas, si on a tout ça, pourquoi ça ne va pas plus vite? Alors ça, on a identifié un certain nombre de raisons. Première raison, je commencerai par celle-là, elle est budgétaire. C'est-à-dire que pour provoquer ces changements, il faut des politiques publiques. Ça ne suffit pas d'avoir une prise de conscience. Évidemment, la prise de conscience est indispensable. Mais il faut des politiques publiques. Et ces politiques publiques, elles peuvent passer par des subventions, elles peuvent passer par la tarification du carbone, elles peuvent passer par des réglementations. Et l'équilibre difficile à trouver. D'ailleurs, les différents pays utilisent des mix très, très différents de ce point de vue-là. Hein. Les États-Unis, par exemple, ont pris une approche qui est essentiellement une approche incitative. Ça coûte très cher d'un point de vue budgétaire, mais c'est l'approche qu'ils ont choisie. Nous avons choisi en Europe une approche qui est mixte entre ces différents éléments. Mais dans ce mix, la dépense publique doit jouer un rôle important parce qu'elle doit aider à ce que toutes celles et ceux qui doivent faire des efforts de rénovation et qui n'en ont pas la capacité, qui n'ont pas les moyens, et je parle là non seulement des classes populaires, des gens en précarité énergétique, mais je pense aussi même de la classe moyenne, hein, un effort, une rénovation d'un logement pour la classe moyenne, c'est 1 an de revenus. Hein, et 1 an de revenus, c'est considérable. Donc il va falloir les aider. Et ça va coûter d'un point de vue budgétaire. Qu'on les aide sous forme de bonification d'intérêt, qu'on les aide sous forme de soutien, de subvention au départ, il va falloir les aider. Donc, le contexte budgétaire n'est évidemment pas favorable. Le contexte budgétaire, il est devenu beaucoup plus tendu
depuis essentiellement, on s'en est rendu compte cette année, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte cette année qu'on avait à la fois un déficit budgétaire plus important que ce qu'on pensait et qu'on a devant nous des efforts importants de réduction de ce déficit budgétaire. C'est des efforts qui vont marquer très probablement entre les 5 et 10 prochaines années. Donc ce n'est pas un effort conjoncturel, c'est un effort beaucoup plus structurel. Et il va falloir donc que dans ce contexte budgétaire tendu, on fasse les efforts. Et donc ça veut dire trouver des moyens efficaces d'utiliser l'argent public. On n'utilise pas l'argent public pour tout, on aura besoin d'argent public, mais on aura besoin d'avoir surtout de l'efficacité dans l'utilisation de l'argent public. La deuxième exigence, et ça j'ai entendu ça ce matin, c'est la stabilité réglementaire et la stabilité des dispositifs. Je pense que les professionnels peuvent s'adapter eux aussi à un environnement qui a changé, mais ils ne peuvent pas s'adapter à des changements permanents. Et d'ailleurs, les changements permanents, ça nourrit quoi? Ça nourrit en fait le désarroi, c'est-à-dire vous n'allez pas entreprendre quelque chose si vous savez que la réglementation va changer l'année prochaine. En mieux ou en moins bien d'ailleurs. Hein, si vous attendez, ça nourrit l'attentisme, purement et simplement. Donc nourrir l'attentisme, c'est très dangereux, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut déclencher des efforts, des gestes d'amélioration de l'habitat. Et donc pour ça, il faut de la stabilité réglementaire et de la stabilité des dispositifs fiscaux, des dispositifs de soutien. Donc ça, c'est vraiment, je pense, essentiel dans un contexte budgétaire plus tendu, de ne pas... C'est normal qu'au début, on ait expérimenté. C'est normal qu'au début, on soit passé d'un dispositif à l'autre. Mais maintenant, il faut stabiliser. Et je pense que stabiliser, c'est tout à fait important. Troisième point, tout ce qu'on peut faire par des moyens non budgétaires, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire par de l'accès au crédit, de l'ingénierie financière, on doit essayer de les faire par ces moyens. Alors, je pense aux ménages, mais je pense aussi et beaucoup, par exemple, aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles ont un très gros chantier devant elles. Elles doivent, quadrupler leurs efforts. Donc c'est considérable. Elles peuvent le faire parce qu'elles gèrent des bâtiments publics. Et les bâtiments publics, elles contrôlent la température qu'il fait dans ces bâtiments publics. Donc le problème, quand vous faites des rénovations thermiques, c'est souvent ça se dissipe en confort. Et ça se dissipe en confort. D'ailleurs, chacun d'entre nous comprend bien pourquoi. Mais dans les bâtiments publics, vous pouvez dire la température, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez récupérer les économies sur les combustibles fossiles que vous faites. Et donc ça, c'est un bon moyen pour le faire. Et c'est une bonne justification pour s'endetter, pour que les collectivités territoriales s'endettent. Il faut que pour ça, que les règles changent. Les règles françaises, les règles européennes doivent changer de ce point de vue-là. Parce que si on se fixe des contraintes trop étroites, on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de mauvaises raisons pour s'endetter, mais le climat n'en fait pas partie. Le climat, c'est une bonne raison pour s'endetter, parce que les investissements sont à rendement lent, et donc il faut qu'on puisse s'endetter. Donc il faut faire ça, et il faut adapter le cadre européen. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est la question des compétences. Les compétences, on parle d'une transformation qui va s'écouler sur 25 ans. 25 ans qui permet à chacun et à chacune de concevoir son parcours professionnel dans un cadre différent, en sachant que sur cette durée, il y aura des besoins, il y aura des nécessités, et il y aura en fait
un environnement qui va changer, parce que le progrès technique ne va pas s'arrêter. Au contraire, il faut que le progrès technique continue, s'amplifie. Mais ce progrès technique, il ne change pas la nature des compétences dont on a besoin. On va avoir besoin, pendant 25 ans, de gens qui sont à la fois ingénieux, cultivés, qui ont des savoir-faire, qui savent s'adapter, qui ont le goût de leur métier. Donc, il me semble que c'est une belle perspective professionnelle. Et je pense que ça, c'est aussi un message que je voudrais donner, c'est-à-dire que parfois on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un nouveau type de métier, alors que ce métier va durer peut-être 5 ans ou 10 ans? Non, là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, ça vaut la peine. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci déjà pour ces premiers messages, Jean Pisani-Ferry. Vous avez donné un chiffre choc, 50 milliards par an. Comment on fait? Alors vous avez dit, oui, le climat, c'est une bonne dette quelque part, mais est-ce que la France a vraiment les moyens de s'endetter encore plus Non, je et de financer? Je ne parlais pas de financement public. Je parlais du montant total de l'investissement. Donc ça c'est l'investissement des ménages, des entreprises, des collectivités territoriales. Une partie, pour partie, la partie financement public qui est, disons, si on n'avait pas de contraintes, on dirait c'est la moitié qui doit faire du financement public, mais on a des contraintes budgétaires, donc on sait qu'on n'atteindra pas ce chiffre de la moitié. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit parcimonieux dans l'usage des fonds publics. Hein. Il faut qu'il y ait de la sobriété dans l'usage des fonds publics. Et donc, on ne descendra pas en dessous d'un certain seuil, mais on peut probablement réduire sensiblement par rapport aux 30 milliards, ou là je parlais de l'ensemble de l'investissement, mais disons pour le bâtiment de 25, on peut faire à moins. Donc le reste, effectivement, c'est du financement privé. C'est du financement par les entreprises, par les ménages, par les banques. Christian Clot, une réaction à l'analyse de Jean Pisani-Ferry. Quelles sont pour vous les priorités, même s'il faut réfléchir à 20 ans, 25 ans, les priorités dans les 5, 10, 15 prochaines années? Je pense qu'elles sont assez nombreuses, malheureusement, et il y a un engagement important à mettre en place. Le système économique, évidemment, ce qu'a dit M. Jean Pisani-Ferry, il est réel. Ça veut dire que les banques vont devoir aussi jouer le jeu. Et je crois qu'il y a un vrai dialogue aujourd'hui entamé avec les banques sur trop de personnes se voir refuser leurs prêts pour rénover, par exemple. Donc on est là dans un vrai questionnement. Comment est-ce qu'on aide des citoyennes et des citoyens à rénover? On ne parle pas des bâtiments publics qui, eux, ont d'autres contraintes, mais là, il y a un vrai besoin d'engager le dialogue avec les banques. La deuxième chose, c'est qu'on doit vraiment travailler, je l'ai dit un petit peu déjà, sur la notion d'enseignement et de formation. Il est très difficile de comprendre tous les enjeux dont on parle si on ne reçoit pas les bonnes éducations par rapport à cela. Et je crois que l'éducation nationale, et ce n'est pas le sujet du bâtiment aujourd'hui, mais il va le devenir, l'éducation nationale, un travail gigantesque aujourd'hui de remise à plat de son enseignement, parce qu'aujourd'hui, on a un besoin d'enseigner le futur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez fait. De même qu'on a besoin de construire pour les contraintes de 2050 et pas en fonction des contraintes que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a encore des réflexions engagées là-dessus. Alors vous avez devant vous les grands acteurs de la filière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Jean Pisani-Ferry, Christian Clot, pour que le secteur soit finalement au rendez-vous des enjeux et l'un des moteurs de cette grande transformation? Moi, j'ai envie de leur dire, soyez clairs dans ce que vous demandez au pouvoir public et soyez mobilisés sur ce que vous pouvez vous faire avec vos propres moyens, vos propres instruments. Vous avez, j'ai parlé d'instabilité réglementaire. Je crois que les professionnels attendent
de la sobriété réglementaire. Donc ça, c'est un message que vous pouvez donner, que vous devez donner au pouvoir public. Hein. Le temps de l'expérimentation est fini, le temps du tâtonnement est fini. Bon. Vous avez besoin de certitude. Et en échange, il faut que vous puissiez vous engager. Il faut que vous puissiez mettre en place par les acteurs de la filière. On parlait ce matin, on disait qu'on n'a pas l'équivalent dans le bâtiment du Conseil national de l'industrie. On ne sait pas raisonner en filière avec différents acteurs qui se coordonnent et qui se coordonnent indépendamment d'une certaine manière des pouvoirs publics. Je pense qu'on a besoin de ça. Donc, identifier, je dirais, identifier précisément les obstacles et construisez un plan ensemble qui vous permette de passer à l'échelle. Hein. On est encore une fois très en dessous de l'échelle de ce qu'il faut. Donc, identifier et construisez ce plan et explorer les différents instruments. Christian Clot. Oui, je vais dire deux choses qui peuvent être bien prises ou mal prises suivant où on est positionné. La première, c'est vraiment, et vous le faites déjà, mais c'est vraiment de vous unir le plus possible. Bien sûr, vous êtes concurrents, vous avez des objectifs un peu différents, mais comme vient de dire M. Pisani-Ferry, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, soit on fait avec la réalité qu'on a aujourd'hui, à savoir cette irrégularité, ce changement permanent de système, de loi, de réglementation, soit on le considère comme il est et on va au-devant de lui. Et vous ne pourrez pas aller au-devant de lui si vous n'êtes pas unis à 100% avec, comme vient de le dire M. Pisani-Ferry, un seul message. N'essayez pas d'aller tout changer au système politique et financier, mais changez ce dont vous avez besoin le plus. Et concentrez-vous là-dessus. C'est peut-être le premier message que j'ai envie de faire passer. Le deuxième message que j'ai envie de vous faire passer, c'est, bien sûr, vous êtes une entreprise, vous êtes une filière innovante. Vous avez énormément de solutions diverses et variées pour construire ce futur. J'entends, on a déjà un peu toutes les solutions. Je me méfie de ce genre de message. Je me méfie beaucoup de ça parce que j'ai vu trop souvent dans mon travail sur le changement en général, sur lequel on travaille aussi sur les changements passés et les évolutions, cette idée que l'on sait. Et je vous citerai là qu'un seul mot, c'est l'un des directeurs du Crédit Suisse qui, en janvier 2020, dans son bureau, me disait « Vous savez, nous, ce qui est bien avec les banques, c'est qu'on sait projeter et qu'on a toutes les solutions pour faire face aux crises. » Et vous savez tous que le Crédit Suisse a disparu. Donc, je me méfie un peu de cette idée « on sait » et il suffirait d'appliquer le bon financement pour appliquer. Je vous dis juste, soyez très réaliste avec vous-même, prenez en compte vos réalités d'aujourd'hui en n'oubliant jamais que l'histoire l'a montré, une entreprise qui ne change pas lorsqu'il y a un changement disparaît dans les 10 ans. Et là, c'est vos enjeux à vous que de vous mettre en jeu et en action par rapport à la réalité d'aujourd'hui et encore plus de 2050. Un dernier mot, Jean-Pierre Pisani-Ferry. Oui, je crois qu'un message peut être optimiste. Hein. Ce dont il s'agit, c'est quand même de construire un avenir meilleur, c'est-à-dire de construire ou de rénover des logements où on vit mieux. Et c'est à notre portée. C'est à notre portée parce que les technologies sont là, le savoir-faire sont là. Les ressources financières, elles sont contraintes, mais on peut trouver des moyens de les contourner, en tout cas de bien les employer là où elles sont indispensables, les ressources financières publiques. Donc je pense que le message d'espoir, il est très important. Et c'est pas... Moi, ce qui est frappant aujourd'hui dans les contacts que j'ai eus, c'est qu'on n'est pas face à, disons, des professionnels qui seraient réticents. On est face à des professionnels qui ont envie de s'engager. Merci, merci à vous deux d'avoir été parmi nous pour l'ouverture de Batimat. Et pour poursuivre les réflexions, bien, je vous invite à lire le dernier livre de Christian Clot, Les clés de l'adaptation humaine, et à tester donc le fameux camion Climate Sense. On peut vous applaudir. On vous laisse quelques secondes pour prendre la photo avant d'enchaîner sur notre
Séquence suivante. Merci encore. Crise écologique et crise économique, comment sortir gagnant sur les deux fronts? C'est le titre de notre séquence suivante. Merci d'accueillir Benoît Bazin, Jean-Christophe Repon et Olivier Saleron. Benoît Bazin, vous êtes président-directeur général de Saint-Gobain, Olivier Saleron, président de la FFB et Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Bonjour à vous trois. Vous teniez à être présents tous les trois dès l'ouverture de Batimat. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi Batimat est-il stratégique pour vos organisations et pour la filière? On commence avec vous, Benoît Bazin. Alors Saint-Gobain n'a jamais manqué le rendez-vous de Batimat, donc on est très content d'être là. Pour deux raisons. La première, c'est montrer notre savoir-faire et l'innovation, parce qu'effectivement, nous sommes dans le mouvement et dans l'innovation. Et le deuxième message, c'est que, comme cela vient d'être rappelé, c'est très très important, puisque les solutions existent, d'agréger la filière. Nous sommes leader mondial de la construction durable, et notre rôle de pionnier et de leader, c'est de faire en sorte que tous les acteurs, et à nous aussi de jouer notre rôle, soient ensemble pour collaborer et avancer vite. Donc réunir, fédérer, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes à Batimat. Olivier Saleron, même question. Bonjour à toutes et à tous. Nous n'avons jamais non plus, nous, évidemment, manqué un rendez-vous Batimat, qui est quasiment aussi une référence mondiale. Bien sûr, on l'a dit, plus de 2000 exposants, mais aussi toutes les nouveautés. Ça tombe bien aujourd'hui, le thème de Batimat sur le futur environnemental et sur toutes les solutions aussi pour sortir de cette crise-là. Donc voilà, c'était très important pour nous, Fédération française du bâtiment, d'être présent, mais aussi de rappeler toutes les choses que nous faisons, toutes les commissions, tous les rendus que nous avons faits, toutes nos études. Le bâtiment 2035, il a été étudié par la Fédération du bâtiment il y a déjà plus de 2 ans, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on est là pour s'acculturer à toutes ces problématiques, mais aussi ces solutions. Donc je pense qu'on est là pendant une semaine pour avoir un discours positif mais réaliste. Jean-Christophe Repon, même question pour la CAPEB aussi. Batimat, c'est un rendez-vous incontournable. C'est un rendez-vous incontournable. Nous nous sommes revenus puisque nous avons maintenant dans les travées de Batimat à nouveau des artisans et que le thème est central pour nous. Nous avons besoin, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir un défi collectif, d'emmener un récit collectif, et nous avons besoin, nous, CAPEB, de convaincre aussi l'ensemble des artisans que ce marché il est fait pour eux et qu'ils doivent relever le défi de la performance énergétique. Nous avons travailler sur l'attractivité de nos métiers, et j'entends l'économiste qui le disait, et je trouve ça très, très porteur pour nous. La jeunesse a un avenir à travailler dans le bâtiment, et notamment dans l'artisanat du bâtiment, puisque nous allons permettre à nos anciens de rester plus longtemps chez eux, de mieux vivre tout au long de leur vie dans le bâtiment, et donc c'est pour nous un défi à relever, collectif, mais qui engage aussi du coup une confiance, et que chacun sorte de ces dogmes pour porter un même message sur une construction rénovation qui paraît intéressante, ce qu'on a porté comme le Grenelle de la rénovation et du logement neuf. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Olivier Saleron, vous tirez la sonnette d'alarme depuis de nombreux mois sur la crise que traverse le secteur. Où en est-on aujourd'hui? Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez et quelles conséquences pour toutes les entreprises du secteur? Alors j'ai dit qu'on allait être positif pendant cette semaine-là, mais c'est vrai que l'année 2024 nous projette un déficit de 5 à 5,5% au niveau de l'activité du bâtiment en général, hein, tout secteur confondu. Donc oui, aujourd'hui, cela arrive en 2024. Les années précédentes ont été plutôt bien réussies, il faut le dire, dans le bâtiment en général. La reprise et la relance après Covid, après crise des matériaux, après crise de l'énergie, finalement, eh bien oui, en 2023, les entreprises du bâtiment ont réussi à survivre, et tant mieux. Voilà, plutôt d'une façon positive. Aujourd'hui, on est dans une crise grave. Pour l'instant, on a perdu 30 000 salariés au premier semestre. 10 à 12 000 entreprises ont mis un genou, sinon 2 genoux à terre. Et avant la fin de l'année, malheureusement, on va perdre 60 000 équivalents temps plein. Bien sûr, il y a eu ce problème international avec toutes ces crises successives que l'on vit depuis 4 ans, mais aussi, et on saura le rappeler, il y a des décisions politiques. Vous en avez parlé, M. Pisani-Ferry en a parlé il y a quelques instants. Cette instabilité chronique dans notre secteur nous fait perdre
nous fait perdre aujourd'hui non seulement de l'énergie, mais aussi de l'innovation, parce qu'on n'a pas de planification sur plusieurs années. Et ça, c'est quasiment, vous voyez, je ne parle même pas d'argent, je ne parle même pas de pécuniaire, je dis cet influx, cette volonté qu'ont la filière du bâtiment, que ce soit les constructeurs, on a les meilleurs mondiaux, tant mieux, les entreprises, on a les meilleurs mondiales aussi, mais aussi jusqu'à l'artisanat. Voilà, tout ce secteur, avec bien sûr les architectes, les promoteurs, le logement social est uni. Est uni. On a créé l'Alliance pour le logement à 10 grandes fédérations. Eh bien, tout cela ont envie de réussir. Et je ne vous parle pas d'argent encore une fois, mais à un moment donné, oui, l'État aujourd'hui est ultra présent dans ce secteur. On ne peut pas faire sans. Donc, c'est ce qu'on va dire aussi pendant cette semaine. Ça tombe bien. Il y a demain, Monsieur le Premier ministre qui prononce un discours de politique générale. J'espère, pour la France, sans être grandiloquent, qu'il y aura le mot bâtiment, logement, et en tout cas le mot construction dans ces mots. Jean-Christophe Repon, que vous disent les artisans que vous rencontrez, dans quel état d'esprit sont-ils? Ils sont dans un esprit de fatigue et d'usure, je dirais, parce que nous avons connu quand même la crise Covid, la crise de l'inflation, la pénurie des matériaux, et nous avons la sensation que, comme le climat, nous avons des crises de plus en plus régulières. Et donc, nous avons un public qui est très attentif, qui a connu un recul d'activité, qui n'est pas encore en récession ou en crise, mais un recul net d'activité de moins 3%. Donc nous disons au gouvernement qu'il est encore temps d'agir. Il y a quelques leviers assez faciles à continuer à maintenir sur la lisibilité, sur ma prime sur quelques budgets, et surtout ne pas toucher à l'activité, c'est-à-dire ne pas toucher à ces budgets qui sont là potentiellement et qui donneront un élan collectif qui va du particulier à l'artisan, mais également aussi sur cet arbitrage budgétaire qui court, les bruits qui courent, c'est la TVA qui est aussi un levier d'activité important pour les particuliers, c'est du pouvoir d'achat pour les particuliers. Donc nous, on est dans une période un peu de doute, avec malgré tout une activité qui est encore présente, mais en net recul. Donc on a besoin de trouver des solutions, d'envoyer des signes forts auprès du grand public pour leur dire que c'est le moment d'investir dans la pierre, dans le bâtiment, dans le patrimoine, et de bousculer l'épargne qui est majoritaire en France pour amener de la rénovation sur l'ensemble du territoire. Benoît Bazin, en tant qu'industriel, en tant que distributeur, leader mondial des matériaux de construction, quel regard est-ce que vous portez sur cette crise ? Cette crise, elle nous montre une fois de plus que le bâtiment, il est au cœur de beaucoup de sujets. Un sujet social, il n'y a pas assez de logements en France. On a plus de 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social. On a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Donc des problèmes très lourds sur le pouvoir d'achat. C'est au cœur également des sujets de souveraineté énergétique. Si on économise de l'énergie dans le bâtiment, c'est 45% de l'énergie dépensée dans le pays. On peut retrouver de la souveraineté énergétique qu'on a perdue. C'est également au cœur des sujets climatiques. Donc on voit que le bâtiment cristallise beaucoup des sujets de notre temps. On l'a vu au plan sociétal, on l'a vu également dans les élections. Donc on voit que c'est vraiment un sujet au cœur du quotidien des Français. Donc il faut aller pour agir plus vite, plus fort. Il faut véritablement remettre la construction et le bâtiment sur les priorités du pays. Ça ampute la croissance économique du pays. Ça a des conséquences très importantes au plan social. C'est vrai pour les bâtiments privés dans la construction neuve. On construit la moitié de ce qu'il faudrait construire. Il faut tripler la rénovation des bâtiments. Jean Pisani-Ferry vient de l'évoquer. C'est vrai aussi des bâtiments publics. Si je prends les bâtiments publics en France, 70% d'entre eux, ce sont les bâtiments de santé et d'éducation. On voit l'énorme difficulté qu'il y a à attirer des professionnels dans ce secteur, et ça commence déjà par leur fournir un bâtiment respectueux de leur travail. Donc il y a aussi une exemplarité, et ça a été dit, sur les bâtiments publics, sur leur rénovation. Donc véritablement agir vite et fort, parce qu'on est au cœur d'un sujet qui cristallise énormément de priorités. Alors, quels sont les leviers pour s'en sortir, Olivier Saleron? Alors, on est toujours sur la conjoncture. Alors, bien sûr, l'économie verte, donc le titre, c'est la crise écologique et crise économique, peut être un levier d'ailleurs de toute l'industrie, et le bâtiment est une forme aussi d'industrie et de service qui est bien au-delà. Donc, tout à l'heure, l'économiste, mais aussi le chercheur, voilà, a mis aussi des priorités dans l'avenir. Je crois que l'État français en a pris la mesure aujourd'hui depuis presque
22 ans. C'est-à-dire que quand le président de la République qui a cité une phrase qui est mondialement connue, mon homologue américain me l'a encore répété il y a 6 mois, la maison brûle et nous regardons ailleurs, c'était en 2022. Sachez que les premières mesures écologistes, environnementales pour le bâtiment, et on s'en souvient tous, ceux qui ont un petit peu les cheveux blancs, c'était il y a à peine 20 ans, c'était toutes ces mesures de crédit d'impôt, transition énergétique. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais en tout cas, c'était les premières choses. À partir de 2003 jusqu'à 2008. Et paf, comme dirait l'autre, et paf, la crise économique de 2008, avec une énergie qui est divisée par 2 à peu près ou par 3, eh bien, on ne parle plus de rénovation énergétique, on ne parle plus de priorité environnementale, et on le retrouve miraculeusement peut-être en 2018, 2020, voilà, toutes ces choses-là. Et tant mieux, mais on a perdu déjà 15 ans. Vous voyez que la volonté de l'État, et je ne parle pas d'argent non plus pour l'instant, eh bien, et là, on a abandonné la rénovation énergétique pendant 15 ans. Depuis 2008, on l'a retrouvé effectivement depuis le début des années 2020. Eh bien, il va falloir qu'on passe par là. Il va falloir plus de stabilité. Il va falloir aussi... alors, je continue sur la référence mondiale qu'est la France. J'ai dit tout à l'heure, avec les meilleures entreprises, les plus grosses entreprises dans le bâtiment sont quasiment françaises. Les plus grosses entreprises de construction de bâtiments sont pratiquement aussi françaises avec nos majors. Mais aussi, on a un savoir-faire sur l'ensemble de nos ETI, nos PME, nos artisans sont magnifiques quand on est sur le terrain. Il faut arrêter de dénigrer. Parce qu'on a un exemple au Café du Commerce ou sur BFM Télé, peut-être le matin à 8h. Il faut arrêter tout ça. Il faut regarder le global. Et donc, on est très bon. La RE 2020, par exemple, va nous servir aussi. On l'a bien décrié, mais on a surtout, nous, travaillé. La RE 2020 est l'obligation mondiale que montre la France aux autres pays. En France, je veux dire, on est champion olympique de la construction environnementale avec cette RE 2020. On l'a retravaillée parce qu'elle ne nous convenait pas il y a 4 ans environ. Aujourd'hui, eh bien, ça y est, on l'a quasiment digérée. Bien sûr, ça coûte un peu plus cher, 7 à 8% par rapport à une construction normale de l'époque d'il y a 2 ans. Donc, ça surenchérit un petit peu le prix. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est vu un petit peu de l'extérieur comme les champions du monde de la construction, mais aussi la rénovation énergétique. Eh bien, moi, ma première mesure sur le neuf, c'est d'essayer d'aider nos concitoyens les plus modestes à acquérir un petit logement par la RE 2020, donc de remettre en place le prêt à taux zéro. De ceux qui ont un petit peu plus d'argent, pareil, pour construire d'une façon écologique et environnementale avec la RE 2020, c'est-à-dire de maintenir un statut du bailleur privé ou quelque chose pour investir dans le locatif. Et puis la troisième priorité, c'est de maintenir MaPrimeRénov', parce que oui, il y a peut-être 20 000 dossiers qui sont vraiment, j'allais dire, qui bug, ou ça ne va pas, on n'entend parler que de cela. Mais quand on a 700 000 dossiers qui fonctionnent derrière, ça veut dire que 2-3% d'échecs sur cette MaPrimeRénov', je parle de la version de l'an dernier, eh bien il y a des échecs qui ont été quand même beaucoup plus cuisants que ça. Donc MaPrimeRénov', et c'est ce que je vais demander à la ministre avant que Monsieur le Premier ministre prononce son discours de politique générale, c'est que MaPrimeRénov' reste dans les conditions du 15 mai que l'on a négocié avec Jean-Christophe au mois de février-mars, parce que 85% des dossiers étaient rejetés à l'époque. Donc vous voyez, il faut mettre en adéquation la volonté politique avec la réalité, et ce n'est pas que pécuniaire. Oui, et vous avez d'ailleurs écrit à Michel Barnier pour lui demander le maintien dans les conditions actuelles de cette prime rénov'. Jean-Christophe Repon, les autres leviers à actionner très vite pour sortir de cette crise? Le premier levier, c'est le pouvoir d'achat des particuliers et des Français, des concitoyens. Ça veut dire donc cette incitation par MaPrimeRénov' à pouvoir engager un parcours de rénovation. C'est ça qui est important pour nous. La capacité aussi de maintenir ces taux de TVA spécifique, parce que si demain, par souci d'économie, on relevait les taux de TVA à taux réduit pour la rénovation ou en rénovation énergétique, là, c'est du pouvoir d'achat qu'on enlève aux Français. Et il me semble avoir entendu les politiques du gouvernement dire qu'il n'y aura pas d'augmentation pour les classes moyennes et pour les précaires. Donc on va être très vigilant à cela. Ça, c'est un premier défi. Après, vous avez aussi un défi collectif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance notre marque artisan du bâtiment by Capep, pour que ce collectif d'artisans soit
relève le défi de la performance énergétique. Il faut qu'on ait un récit collectif pour réussir ce défi de la performance énergétique. Et donc, on a besoin d'attractivité. Ça veut dire qu'il faut dire à nos jeunes hommes et femmes, par la réforme de l'apprentissage, que l'accompagnement au TPE sur ces réformes-là est essentiel. Nous avons besoin de main-d'œuvre demain, de compétences, de reprise d'entreprise. Et les 620 000 entreprises en France artisanales de petite taille ou de très petite taille ont besoin d'une relève. Et ça, c'est un défi collectif qu'il faut qu'on relève. Et puis derrière, il y a aussi la capacité qu'on aura, me semble-t-il, sans que ça coûte de l'argent à l'État, à revoir des produits, de l'épargne, à amener de plus en plus le monde de la banque, à prendre par la main les épargnants, et que sûrement, nous on avait appelé un PGE vert. J'ai vu que ce n'est pas un gros succès, donc on va peut-être tenter une autre appellation, mais en fait que l'État se mette en garantie face à l'épargne, et que inévitablement, l'engagement de l'épargne dans la rénovation de son bâtiment en énergétique ou en maintien à domicile, la silver economy, est un élément essentiel. Il faut que l'État en prenne conscience sans abîmer ses finances publiques. Elle peut se mettre en face des banquiers et leur demander des produits spécifiques d'épargne aidés pour les Français, pour qu'on puisse vraiment réinjecter cette performance. Vous avez dit, alors 40 milliards, 50 milliards, 80 milliards, il y a un défi monumental de l'activité pour nous demain, et c'est ça qu'on doit relever ensemble, l'activité et le mieux vivre dans nos maisons. Benoît Bazin, sur les leviers, les pistes pour sortir de cette crise? Alors déjà, réjouissons-nous, pour la première fois depuis quelques années, on a une ministre du Logement de plein exercice. Donc soyons positifs, et qui a beaucoup d'expérience, donc moi je trouve que c'est important. Je pense que l'État a aussi réalisé que la construction qui, au sens large, apporte 100 milliards nets de recettes fiscales. On voit que l'adage, quand le bâtiment va, tout va, il est vrai aussi. C'est-à-dire que quand le bâtiment va pas bien, on voit dans les comptes publics le trou que représente la baisse de la construction dans les collectivités locales. Donc on a un ministre de plein exercice. Je pense qu'il faut de la visibilité et de la stabilité sur les normes. On est effectivement les champions olympiques. Olivier Saleron le rappelait, on a les bons dispositifs, il faut maintenant de la visibilité et de la stabilité. Le monde de la construction, c'est un monde à inertie lente, parce qu'on parle de centaines de milliers de chantiers, on parle de milliers d'artisans et d'entreprises, donc il faut de la visibilité et de la stabilité, et avec les normes d'aujourd'hui, on sait faire. Après, il faut redonner effectivement du pouvoir financier. Moi, j'ai aussi appelé il y a 2 ans sur cette table ronde un plan Marshall de la rénovation énergétique, en fléchant les besoins, Jean Pisani-Ferry le disait, pour accompagner les personnes qui ont le plus besoin, les bâtiments F et G, les revenus modestes. Il faut sortir 500 000 passoires thermiques du parc locatif ou du parc immobilier en France pour finalement traiter les 5 millions de passoires thermiques que nous avons en France. Donc redonner et stabiliser la prime rénov' sur les bâtiments F et G pour bien la stabiliser les normes, donner de la visibilité, s'engager par exemple sur 5 ans pour avoir 3 ou 4 milliards de ma prime rénov', c'est ça ce dont la filière du bâtiment a besoin. Accélérer sur les bâtiments publics dont on sait quels sont les retours sur investissement. Et puis, globalement, l'ensemble des acteurs sont là et sont prêts. Nous accompagnons avec 2000 agences de négoce de matériaux sur toute la France. Nous accompagnons les entreprises, nous accompagnons les artisans, nous faisons du crédit. Nous avons 80 usines en France. Donc, ce qui est bon pour la reprise du bâtiment, c'est bon pour les emplois, c'est bon pour l'économie en France. Et ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Ce sera bon pour les comptes publics des collectivités locales. Donc, vraiment, visibilité, stabilité, engagement financier. Et je forme l'espoir qu'avec un Premier ministre qui a une très forte expérience de terrain, une ministre du Logement qui, elle aussi, a une très forte expérience du terrain, ces sujets-là seront sanctuarisés. Olivier Saleron, une réaction ? Écoutez, sur les mesures, et en restant dans le thème, vous savez, il y a une mesure qu'on avait discutée avec le président de la République il y a maintenant 2 ans, et qui est en place. C'est le plan EduRénov', c'est-à-dire rénover l'ensemble des 40 000 écoles, que ce soit de l'école maternelle jusqu'à l'université. Eh bien, écoutez, ça commence par là. On l'a dit tout à l'heure, M. Clos l'a dit, c'est psychologique aussi, l'environnemental et l'écologie au niveau du bâtiment. Et je crois que ça commence par l'école. Je pense que nos jeunes têtes blondes ou brunes ou autres, quand ils vont voir leur école aussi se rénover, eh bien, ça sera aussi une formidable occasion de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est bon pour la planète, pour justement pour leur vie, pour leur vie d'être humain, mais aussi pour la suite et pour leur famille. Donc je crois que c'est ça, c'est éduquer au plus jeune âge.
Maintenant, on a tous des enfants et peut-être certains d'entre nous des petits-enfants qui arrivent. Mais je crois que cette fibre environnementale, tous les jeunes l'ont. Moi, même mes enfants, voilà, enfin, je dis mes enfants parce que je suis dans le bâtiment, je dis, mais papa, que fais-tu pour la planète? Je suis plombier chauffagiste, donc effectivement, on peut trouver des réponses assez faciles. Mais je crois que, oui, le bâtiment, il y a une grande attente. On parle de 40% des émissions de gaz à effet de serre, soit en construction de matériaux, en mise en place des projets, mais aussi et surtout en consommation. Donc là, vous voyez, le spectre de la construction environnementale est là, on sait le faire. La rénovation énergétique, on sait la faire, on veut une planification, M. Bazin vient de le dire. Et à côté de ça, oui, M. Clos, c'est pareil, je reviens à lui, on sait faire tout ça. La seule chose, c'est, oui, donner cette impulsion chez nos concitoyens, l'envie, comme dirait l'autre, hein, l'envie d'avoir envie, c'est la première des choses. Et ensuite, derrière, c'est bon pour notre économie parce que, bien sûr, le pécuniaire n'est pas loin. Hein, il faut toujours penser au budget. Et beaucoup de nos concitoyens, les plus modestes, les modestes, mais aujourd'hui aussi, et malheureusement, les classes moyennes souffrent. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité de rénover leur maison. On a parlé aussi de la décentralisation du pilotage de la rénovation. C'est quelque chose d'important pour vous, redonner plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes? Je crois que le travail qui a été engagé déjà par l'ancien gouvernement sur notamment la simplification et l'accès au marché est un élément essentiel pour nous, artisans, entreprises de petite taille. Nous avons besoin d'avoir accès à ces marchés. Donc on avait engagé un travail de simplification d'accès au marché avec notamment le fameux RGE en acquis, en expérience, pour pouvoir rentrer 600 000 artisans dans ce marché-là et dynamiser le marché. Et il y a ces travaux-là qu'il faut reprendre en termes qu'on avait abandonnés juste avant la dissolution. Il faut continuer aussi à travailler, bien évidemment, sur le secteur du logement de plein exercice. On a confiance en ce gouvernement. Je pense que la fiscalité va convaincre beaucoup le gouvernement que l'artisanat, le bâtiment est essentiel, puisque plus que la dette, c'est surtout le manque de rentrée fiscale qui a été évident. Et je pense que 1 euro investi dans ma prime rénov, c'est 3 euros de fiscalité pour l'État. Et donc là, je pense que le gouvernement en a pris conscience et on le dira, on le répétera fortement. Après, la capacité d'engager dans les territoires des politiques spécifiques, bien évidemment que la CAPEB, qui est sur l'ensemble du territoire en ruralité, est favorable à ce que l'intelligence du petit artisan en proximité prenne place. Nous avons des défis à relever qui sont vraiment passionnants. Et plutôt que d'être défaitiste, moi je suis optimiste sur la réussite collective de pouvoir relever ce défi. Maintenant, il faut aussi que chacun s'écoute, que j'ai entendu ce matin au petit déjeuner quelques dogmes récurrents sur les artisans ne sont pas compétents, enfin on sait qu'il y a des manquements de travaux. Quand on fait une étude de Civipop qui donne quelles sont les professions de confiance, l'artisanat, elle sort dans le podium du top 3 des gens de confiance. Donc maintenant, il faut que cette confiance elle soit collective et que nous-mêmes, CAPEB, artisans du bâtiment, nous soyons en capacité d'amener le plus largement possible ces artisans vers ces travaux. Benoît Bazin, la décarbonation est vraiment au cœur de la stratégie de Saint-Gobain. Comment est-ce que ça se traduit dans votre organisation et dans vos investissements? Alors c'est effectivement quelque chose qu'on a mis au cœur de la stratégie de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs aligné parfaitement avec notre raison d'être, Making the World a Better Home. Je pars aussi de quelque chose de très important qui est de dire on peut faire de la construction durable et ça ne coûte pas plus cher. Ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit parce que ce n'est pas forcément toujours compris comme ça. Quand vous prenez la durée de vie d'un bâtiment, même si ça va vous coûter 3 ou 4% un peu plus cher de faire une parfaite isolation du bâtiment, d'avoir la bonne pompe à chaleur au début, dans la vie du bâtiment, avec tout ce que vous allez économiser dans les dépenses de chauffage, par exemple, vous y serez largement gagnant. Donc nous avons pris le parti de mettre au cœur de notre stratégie la construction durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maximiser l'impact positif de nos solutions, à la fois dans la construction légère, les nouveaux modes constructifs qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit dans les pays nordiques, qui permettent d'économiser dans un rapport de 2, le poids des matériaux et donc la masse de CO2. Donc ça, c'est la construction neuve dans les pays émergents, quand il faut construire vite et bien dans les grandes métropoles. C'est tout le travail sur la rénovation, pas d'ailleurs que la rénovation énergétique, mais la rénovation au sens large. On voit qu'on peut diviser par 3 ou 4 la consommation énergétique des bâtiments quand on fait une rénovation de maison individuelle en France.
pour à peu près 300 € du mètre carré. Ça vous fait passer de FG à C. Donc vous avez un payback de l'ordre de 4 ans sur la facture énergétique, d'où vous revalorisez votre bien. Donc ça, c'est la rénovation énergétique. Et puis aussi toute l'économie circulaire. Le bâtiment doit foncer sur l'économie circulaire. Notre laine de verre en France a 70% de matériaux recyclés. Donc c'est maximiser l'impact de nos solutions en termes de construction durable et minimiser notre propre empreinte industrielle. Nous avons baissé de 34% nos émissions totales de CO2 depuis 6 ans, c'est-à-dire dans 1 € de chiffre d'affaires, parce qu'on a fait la croissance entre-temps, il y a 44% de CO2 en moins. Ça veut dire des programmes d'investissement de l'ordre de 220 millions d'euros l'an dernier, des programmes de recherche et développement. Nos 4 priorités de recherche et développement, d'innovation, sont tournées autour de la sustainability, des procédés bas carbone, des constructions légères, des nouveaux matériaux et l'économie circulaire. Donc c'est tout un mouvement très engagé qui mobilise toute l'entreprise. Et pour terminer, nous avons aussi pris l'engagement de former plus de 80% de nos collaborateurs, 160 000 dans le monde, à la fresque du climat. Et nous avons formé 80 000 d'entre eux, donc la moitié en 2 ans. L'objectif de 80% est à fin 2025. Donc c'est véritablement le cœur de notre stratégie. Ça marche au plan stratégique, ça marche au plan financier et ça mobilise formidablement l'ensemble de nos équipes. Moi, je pense qu'un point qui reste pour l'ensemble d'entre nous à gagner, c'est véritablement de remettre le bâtiment comme priorité absolue dans les pays. Un pays ne peut pas vivre bien si les gens socialement, sociétalement ne sont pas bien dans leur bâtiment, dans leur relogement, dans leur école, dans leur lieu de santé. Donc il faut remettre et convaincre nos gouvernants que le bâtiment, c'est très très important pour la vie démocratique d'un pays. Deuxièmement, c'est très important en termes énergétiques. On croit en France qu'on a suffisamment d'énergie. Ce n'est pas vrai. La production d'EDF, c'est la moitié du gaz importé en France. Et tout le gaz importé correspond à la consommation énergétique dans le bâtiment. Donc si on peut économiser, on sait le faire tous ensemble, de l'énergie dans le bâtiment, on retrouvera de la souveraineté énergétique. Aujourd'hui, EDF ne fournit que la moitié de la consommation énergétique des bâtiments en France. On a besoin d'énergie pour fabriquer des matériaux dans l'industrie, on a besoin d'énergie et d'électricité pour les véhicules électriques. On peut économiser formidablement de l'énergie dans le bâtiment. Donc c'est tout ça, la stratégie de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable, et y compris convaincre tous les acteurs privés, publics, de l'importance du bâtiment, de l'importance de la construction durable pour l'équilibre social, énergétique, climatique de nos sociétés. Donc c'est un engagement passionnant partout dans le monde, ça mobilise tous nos collaborateurs, ça marche, encore une fois, au plan stratégique, au plan financier, et moi je suis résolument optimiste que nous avons les compétences, nous avons les partenaires, les entreprises, comme ça a été rappelé, les artisans en France capables de donner de là. Finalement, la France est en avance sur ces sujets. Nous avons des grands leaders, des entreprises, des équipes très très engagées sur le terrain, chez les artisans, chez les entreprises du bâtiment. Donc avançons avec un encadrement, de la stabilité et de la visibilité politique pour remettre le logement, le bâtiment en haut de la pile. En un mot et très concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer 1 ou 2 innovations qui répondent justement aux grands défis de durabilité et aussi de rentabilité? Nous avons été les premiers au monde depuis 3 ans à mettre sur le marché du verre bas carbone. C'est ce qu'on appelle ORAE, donc c'est moins 42% de carbone dans le verre. Et ça a fait suite à une première mondiale qui était une production zéro carbone de verre plat. Nous avons aussi lancé une plaque qui s'appelle Infini 13 en France, qui est 50% de matériaux recyclés dans la plaque de plate. Donc ça, c'est typiquement une offre bas carbone. Nous avons des adjuvants sous la marque Chryso qui permettent de diviser par 3 la teneur en CO2 dans du béton et dans du ciment. Donc ça, c'est la partie offre bas carbone vis-à-vis des clients. Et puis dans notre propre procédé, nous avons été les premiers au monde à faire du verre plat avec de l'hydrogène. Le jour où il y a l'hydrogène vert en quantité suffisante et à prix abordable, on l'a fait en Allemagne, on pourra faire du verre avec de l'hydrogène plutôt qu'avec du gaz. On a lancé la première usine au monde en Norvège à l'hydroélectricité pour fabriquer de la plaque de plate, pour passer justement sur zéro carbone dans l'hydroélectrique. La deuxième est au Canada l'année prochaine. Donc on est capable de minimiser notre empreinte et on est capable de maximiser avec de l'innovation, verre bas carbone, plaques recyclées, 70% de matériaux recyclés dans la laine de verre, et tout ça avec les mêmes performances thermiques, acoustiques, qualité de l'air et esthétique quand on parle de façade dans le bâtiment. Donc les solutions existent, on peut les faire à grande échelle. Saint-Gobain a 900 usines dans le monde, on est très mobilisé, on dépense un demi-milliard d'euros en recherche et développement et on a tout l'ensemble de la filière des acteurs prête à continuer de mettre ça et de le déployer sur le terrain.
Alors vous l'évoquez, la rénovation, elle répond à tous les enjeux de la société, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, sociétaux. Que représente aujourd'hui le marché de la rénovation pour vos entreprises, vos deux fédérations? Le marché de la rénovation représente entre 55 et 60% du chiffre d'affaires global du bâtiment. Donc c'est vrai que ça peut surprendre quelquefois, mais c'est la réalité. Et dans cette rénovation, il y a la rénovation classique. On pourrait parler aussi des monuments historiques, mais la rénovation classique que l'on connaît tous les jours, eh bien la rénovation énergétique est en train de pas prendre le pas, mais essayer de prendre le pas. Je pense que l'influx qui a été donné est plutôt positif sur la rénovation énergétique, mais finalement, quand on regarde depuis 2 ans, la progression n'est que entre 1,5 et 2,5%, alors qu'on devrait être à 5, 6, 7, 8%. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, MaPrimeRénov', on ne sait plus très bien où on en est. Les C2E, on ne sait plus très bien où on en est. Quand je dis ça, moi je sais où on en est, mais en tout cas, nos concitoyens et nos artisans entrepreneurs sont un peu perdus. Donc voilà, cette instabilité, finalement, ne nous fait pas progresser là où on devrait être déjà enclenché, évidemment, nous en France, et être la lumière du monde là-dessus, plus fortement. Ensuite, M. Bazin vient de le dire, formidablement, des entreprises françaises innovent, réussissent et recherchent, ont des activités de recherche qui sont formidables. Donc nous, derrière, les poseurs, nous sommes que des poseurs. En fait, on est les chefs d'orchestre et les musiciens d'une matière que construisent. Et j'oublie pas aussi les constructeurs de matériel, il y en a beaucoup aussi dans la salle. Donc voilà, on doit mettre tout ça en musique. Et c'est pas facile. On nous demande des résultats immédiats en quelques années et des réglementations qui changent tous les 2-3 ans. On veut bien voir à 2050 avec la neutralité carbone, mais il nous faut quand même un peu plus de temps. Et c'est pas pour traîner les pieds. Sachez bien que la Fédération du bâtiment, les commissions innovation, les commissions intelligence artificielle, les commissions start-up, les commissions environnementales, les commissions RSE, ça y est, elles sont en place depuis quelques années et on a des productions là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure du bâtiment en 2035. Je vous invite à regarder d'ailleurs notre site ou je sais plus quoi, ou Facebook ou autre, voilà, là-dessus, et vous allez voir ce que Facebook, oui, c'est pour les vieux déjà, je sais, mais bon, voilà, autre chose. Mais voilà, toutes ces choses-là. Donc, on est là-dedans. On a un optimiste réaliste, voilà, mais il faut qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, ou alors on lâche les chevaux, et je peux vous dire, l'agilité du monde de la construction, aujourd'hui, est bien présent, et je finirai là-dessus. Tout ça est très positif, mais je reviens à la jeunesse. Sachez que 170 000 jeunes par an sont dans des filières du bâtiment et de la construction. Il y a une côté apprentissage, il y a une côté aussi lycée professionnel. Sachez que par exemple une annonce comme baisser les quelques milliers d'euros qu'il pourrait y avoir pour une aide au premier apprenti ou une aide à la signature d'un apprenti tous les ans, ce qui s'est dit il y a quelques jours, est une annonce catastrophique pour la jeunesse et catastrophique pour l'ensemble de nos entreprises. Il faut attirer la jeunesse, il faut avoir des discours positifs comme ça, mais aussi il faut aider les professionnels à former beaucoup plus de jeunes dans nos entreprises. Jean-Christophe Repon, ce marché de la rénovation et plus particulièrement le marché de la rénovation énergétique, qu'est-ce que ça représente pour vos artisans? Moi, je l'ai dit ce matin au petit déjeuner, nous, on aurait envie de ne pas segmenter ce marché. Pour nous, c'est un marché de la rénovation, point barre. Dès aujourd'hui, dès qu'on rénove, on doit rénover énergétiquement. C'est-à-dire qu'on doit améliorer l'habitat dès qu'on rénove, dès aujourd'hui, même si on ne rentre pas dans un cursus de MaPrimeRénov', etc. Donc pour nous, on n'était pas favorable à séquencer ce marché. Et le marché de la rénovation fait bien partie du marché de la rénovation énergétique. Et c'est le seul et même marché à notre sens. Et avec pas de nouveaux métiers, mais des métiers qui évoluent, des métiers qui sont historiques et que nous savons faire dans les règles de l'art. Pour nous, il est essentiel. Dans l'entreprise artisanale, dans la TPE, dans la très petite entreprise, c'est le socle de nos travaux. Nous, on est actuellement en recul, même la rénovation énergétique est en recul de moins 0,5. Donc c'est complètement incompréhensible qu'on soit encore à ce jour en recul alors que c'est un défi pour nous tous. Ça veut dire aussi que pour nous, artisans, souvent montrés du doigt,
ou stigmatisés sur l'incapacité de pouvoir relever le défi. Il faut qu'on prouve au gouvernement et aux puissances publiques et je dirais même aux directions générales que la rénovation énergétique ne se fera pas sans l'artisanat. Elle se fera avec l'artisanat et la volonté de l'artisanat de réussir. Ça veut dire que tout ce qui est fait dans ce cadre-là doit être fait pour que la TPE ait accès au marché. Pour nous, c'est essentiel et c'est un signe fort que de reconnaissance que d'envoyer cela. Je le rappelle encore, hein, le tissu du bâtiment en France est de 97% créé par les TPE et les artisans sur l'ensemble du territoire. Donc ce défi se fera avec nous sur la rénovation énergétique, mais aussi sur le vieillissement de la population, qui est un sujet essentiel pour le mieux vivre longtemps chez soi, un habitat agréable. Ça, c'est un schéma essentiel, mais ça veut dire aussi que pour nous, artisans, il y a une remise en question de notre façon de travailler, de notre façon de concevoir les chantiers, qu'ils soient rénovation globale, maintien à domicile. Il faut qu'on travaille ensemble et nous travaillons sur l'innovation. Et ce soir, nous recevons un award, un Oscar de l'innovation sur justement comment on travaille mieux ensemble avec une application qui nous permet de nous regrouper en plusieurs métiers ou en un seul métier sur un seul segment ou en plusieurs métiers pour 14 mètres carrés, par exemple, de rénovation de salle de bain. Il vous faut un carreleur, un électricien, un plombier, un peintre. Ben là, on était capable, nous, en un seul clic, de faire un contrat qui nous unit en nous protégeant pour pouvoir rendre le service aux particuliers. Et donc, ça veut dire que l'artisanat est en train d'évoluer. Il évolue. Il nous faudrait pour cela, et je le dirai au gouvernement aussi, une loi qui nous protège pour ne pas être solidaires, mais être groupés momentanément. Donc, le GME, dans lequel nous recevrons ce soir une récompense. Donc, ça veut dire que l'artisanat se pose des questions, l'artisanat évolue, l'artisanat veut être au rendez-vous de ce défi-là et on se pose les questions pour poser des questions au gouvernement et amener des solutions. On a arrêté de simplement râler, on arrive aussi devant les gouvernants avec des propositions concrètes de ce qui serait bon pour la société et non pas uniquement pour l'artisanat du bâtiment. Alors justement, que peut-on faire pour relancer ce marché de la rénovation et soutenir les entreprises ? Quelles réformes, quelles incitations, quelles actions, au-delà de MaPrimeRénov' dont on a déjà parlé? On commence avec vous, Benoît Bazin. Encore une fois, je pense qu'il faut faire jouer dans notre pays l'intelligence collective sur le terrain. C'est ce qu'on fait comme chef d'entreprise partout dans le monde. On est là à faire jouer, à faire grandir les talents d'un directeur d'usine au Vietnam. Ce n'est pas moi qui décide de ce qui se passe au Vietnam. Donc, retrouvons la puissance de l'intelligence collective du terrain. Alors, c'est un grand discours, mais ça veut dire qu'il faut redonner l'envie aux maires qui ont perdu la taxe d'habitation, qui se faut coincer sur les permis de construire. Il faut redonner du pouvoir aussi aux régions, par exemple sur la formation. Donc, il faut véritablement regarder ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire peut-être que la zéro artificialisation des sols, est-ce qu'elle est vraie au plan national? Est-ce qu'il faut l'imposer à chaque localité? Peut-être pas. L'éco-PTZ, il faut le relâcher, quelles que soient les conditions de ressources, et y compris sur la construction neuve. Donc il y a beaucoup de choses à relocaliser sur le terrain pour donner envie aux acteurs locaux de travailler ensemble. Après, je pense, comme on l'a évoqué plusieurs fois, qu'il faut de la visibilité et de la stabilité. Il n'y aurait rien de plus puissant qu'un gouvernement qui nous dirait « je prends 3 milliards », pas 15 comme ça a été écrit dans un rapport parlementaire, il fallait 15 milliards sur la prime rénov'. Mais déjà, si on disait « je prends 3 milliards pour 10 ans », tous les artisans, les entreprises seraient capables d'embaucher. L'apprenti qu'on a formé pendant 18 mois, on ne craint pas que les aides à l'apprentissage soient supprimées demain matin. On embauche l'apprenti et on sait qu'on a 3 milliards de primes rénov' sur la rénovation énergétique, mais l'ensemble de la rénovation. Donc visibilité et stabilité du cadre. Ne rajoutons pas des normes, comme l'a expliqué M. Saleron. Le RE 2020, c'est les champions du monde en termes d'exigence. Donc ça suffit. Et on peut naviguer et voguer comme ça très très bien sur les 10 prochaines années. Donc moi je pense qu'il faut retrouver de l'intelligence du terrain. Et encore une fois, je me réjouis que dans notre gouvernement actuel, on a beaucoup de personnes expérimentées sur le terrain. Ça se joue dans les territoires. Nous avons 2000 agences de négoce, 80 usines. Nous sommes au contact de la formation, également des apprentis, des artisans. Nous avons l'école du toit chez l'Asturienne, l'école des bâtisseurs chez Point P, le génie climatique 19 degrés chez CDO, beaucoup de formations par des logiciels pour passer le RGE. Le RGE, on a tous plaidé pour qu'il soit simplifié, pour qu'on fasse confiance aux entreprises du bâtiment. Si ensuite il faut aller auditer 1, 2, 3 chantiers in situ pour
reformer celui qui n'aurait pas très bien fait, mais faisons confiance aux acteurs de la filière. Ce sont des gens engagés, compétents, courageux, ce sont des métiers nobles qui ne sont pas délocalisables, donc il faut attirer aussi dans les filières. Le métier du bâtiment, c'est un métier qui a un énorme effet de levier sur la qualité de vie du pays, sur la croissance du pays. C'est entre 10 et 11% du PIB de notre pays, les métiers du bâtiment. Donc engageons l'ensemble du pays sur la filière du bâtiment localement avec tous les acteurs et l'intelligence collective du terrain. Olivier Saleron, comment on relance ce marché ? Mais écoutez, aujourd'hui, comme vient de me le dire M. Bazin, on a peut-être les bonnes personnes au bon endroit. Alors on ne sait pas si on va les garder longtemps. Je parle au niveau gouvernemental. Mais ce qui a été lancé depuis plusieurs années sur la rénovation énergétique, bon, laissons de côté MaPrimeRénov', on en a assez parlé, on veut une stabilité, et vous avez raison, au moins sur 5 ans. On n'est pas gourmand, ils nous ont donné 4 milliards d'euros l'année dernière, on n'en demande que 3. On est plutôt vertueux là-dessus. Et vous avez raison, mais qu'on l'est au moins pour les 4-5 prochaines années, parce que l'effet de levier aujourd'hui qui est de 3-4, il sera de 5-6 bientôt. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure, et du Rénov' pour rénover l'ensemble des bâtiments d'enseignement, de formation. C'est formidable, et en plus ça donne du boulot à l'ensemble des entreprises, même dans les toutes petites communes, ils ont forcément une école à rénover, ou en tout cas, voilà, énergétiquement ou pas, mais en tout cas, ils le peuvent. Et à côté de ça, nous avons le décret tertiaire en France. Le décret tertiaire, normalement, quand on fait des travaux, eh bien, on doit baisser notre facture énergétique de 40%. Donc finalement, c'est des matériaux, c'est des entreprises, c'est de la technicité, c'est de l'ingénierie française, c'est non délocalisable. Donc, quand on a un rapport d'investissement de 10 milliards environ et qu'on en récolte 100 milliards la même année en fiscalité, en activité, en point de PIB, etc., etc., pourquoi aujourd'hui on remet en cause ces choses-là? Je disais tout à l'heure, je suis positif dans tout ce que je dis, hein, c'est pour que ça n'arrive pas. Mais quand j'entends qu'on va dilapider, pas dilapider, mais couper les moyens du fonds vert, quelle est, alors c'est bien au-delà du bâtiment, mais quelle est l'image que l'on donne aussi à l'économie française? Le fonds vert va être voilà, essoré parce qu'on dépense trop. Mais vous imaginez, alors que, je l'ai dit tout à l'heure, l'économie verte, c'est notre moyen de levier pendant les 10, 30, 50 prochaines années pour aller beaucoup plus loin. Donc, laissez réfléchir les professionnels aussi avec les technos qui sont peut-être au 5, 6, 7e étage de Bercy et qui, eux, ne voient le bâtiment que comme un plan comptable. C'est beaucoup plus que ça, on l'a dit toute la matinée, c'est social, c'est sociétal. J'ai bien aimé aussi ce terme de maison, de nid surtout, hein. C'est pas moi qui l'ai créé, ce terme-là, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus que de la comptabilité, c'est beaucoup plus que du budget. Aujourd'hui, le bâtiment doit entraîner, avec son fameux adage, quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Voilà la vraie phrase. Jean-Christophe Repon, même question, comment est-ce qu'on fait pour changer de braquet sur la rénovation énergétique? J'ai plus beaucoup d'argumentaires parce que je n'avais pas connaissance que Benoît Bazin était adhérent de la CAPEB, puisque mon argumentaire, il m'est passé sous le nez, mais avec plus de talent que moi. Donc je vous félicite et je vous rejoins en tant qu'adhérent de la CAPEB moi-même sur ce que vous avez demandé. Il y a un élément essentiel pour nous, TPE, c'est la simplification. On en parle sans arrêt, c'est un vieux combat, un vieux marronnier qui revient régulièrement. Mais la simplification et la charge administrative pour une TPE, vous ne pouvez pas savoir comme c'est complexe. Si c'est déjà complexe pour un grand groupe, si c'est complexe pour une PME, pour un artisan, c'est quasiment l'Himalaya. Et donc pour nous, c'est un signe fort que si demain on devait continuer à travailler, il me semble que c'est un élément transpartisan, on pourrait avoir une loi simplification, une loi de simplification, celle qui n'a pas vu le jour la première fois, qui devrait pouvoir être avancée. Pour nous, ça serait un signe fort face à la TPE parce que ça nous pose problème. Et pour vivre nos assemblées générales avec l'ensemble des artisans, c'est ce qui revient majoritairement. Avant, on passait 10% de temps sur la charge administrative. Maintenant, on est à 40%. Nous représentons des entreprises qui ont en moyenne 3-4 salariés. Vous voyez bien que pour nous, c'est invivable. Et on retrouve donc du coup la problématique du RGE, le dossier administratif. C'est pour ça qu'on voulait vérifier la qualification du chantier à la fin du chantier plutôt que de le faire en amont. Un autre élément qui est essentiel, et le grand Benoît Bazin s'y est cassé un peu les dents, et moi-même, c'est le point de vue financier. Le plan Marshall, ça, moi je vous ai écouté avec attention,
Il n'y a pas eu de rebond derrière. Il y a eu une convocation de Bruno Le Maire du monde banquier à Bercy et ils sont repartis tranquillement. Il y a maintenant des produits financiers qui commencent à sortir un peu, mais qui sont hybrides. Il nous semble important que l'État, sans que ça coûte de l'argent aux finances publiques, se mette autour de la table avec les banques et disent maintenant, c'est une priorité nationale. La rénovation, le logement, le mieux vivre, l'insalubrité, c'est un pouvoir d'achat direct, c'est un tissu social. Nous mettons en face les garanties de l'État, sans sortir de l'argent, mais nous engageons en produits financiers qui permettent de rénover. Ça, si ça, c'est pas fait, nous aurons du mal à faire émerger ce marché, parce qu'en fait, le marché actuellement n'émerge pas, parce qu'économiquement, il est difficile à faire vivre. L'engagement financier pour rénover totalement en habitat, le retour sur investissement est tellement long que chaque citoyen se pose la question de est-ce que c'est cette année, est-ce que ça vaut le coup. Tout à l'heure, Jean Pisani-Ferry l'a dit, c'est une année de rémunération en moyenne. Et donc tous les foyers se posent la question de est-ce que je pars en vacances ou je rénove? La question est vite faite, je pars en vacances. Et ça paraît logique. Si maintenant on les accompagne pour rénover et que l'État se met en face du monde banquier, ça me paraît essentiel. Donc que ce soit un PGE vert comme on l'avait baptisé sans réussite ou un plan Marshall comme on l'avait baptisé Benoît Bazin, nous on est partant. On se passe le ballon avec Jean-Christophe Rebond, mais j'avais indiqué ici il y a 2 ans, ça n'est pas possible que sur les 30 prochaines années, le monde bancaire reste à côté de la transition énergétique du bâtiment. Ça n'est pas possible. La Caisse des dépôts le fait sur le logement social. En France, quand vous voulez acheter ou rénover un bâtiment, on s'en préoccupe de votre âge et de votre profession. Est-ce que vous travaillez chez Saint-Gobain ou est-ce que vous êtes intermittent du spectacle? Et quelquefois, il y a un intermédiaire entre les deux. Mais on ne se préoccupe pas de savoir si on va faire passer votre bâtiment de GF à C, alors que précisément, si je suis un vrai emprunteur, je vais réduire mon risque parce que la charge de paiement des factures énergétiques sera plus faible. Et si jamais l'emprunteur fait défaut, je pourrai vendre le bien puisqu'il aura une meilleure qualité que s'il était resté G. Mais comme je ne me préoccupe pas d'une vraie garantie, d'une vraie hypothèque sur le bâtiment, sauf Crédit Logement, mais qui a un étage trop élevé, je n'agis pas de cette façon-là. Donc ce n'est pas possible, et je pense que ça passe par de la réglementation, de la régulation. Si vous êtes opérateur banquier en France, et les banques mutualistes le font, les banques autres le font un petit peu avec le crédit à la consommation, mais vous ne pouvez pas proposer à un particulier du crédit à la consommation pour faire de la rénovation énergétique qui va durer 20 ans. Ça n'est pas sérieux. Donc il faut que l'État prenne ce sujet. La Caisse des dépôts, encore une fois, le fait assez bien sur le logement social. L'État doit le faire avec les collectivités sur les bâtiments publics. Vous l'avez évoqué, M. Saleron, sur les écoles et sur les établissements de santé. Mais il faut contraindre les banques à s'intéresser à la transition. Oui, par la réglementation. Vous voulez être un opérateur bancaire en France, à proposer du crédit immobilier, vous devez avoir une quote-part de votre portefeuille immobilier qui a fait passer les particuliers de F à C, qui a fait gagner une classe, 2 classes. Si vous êtes un bon emprunteur, vous avez acheté votre maison à Arras pour 400 000 € avec 100 000 € de fonds propres, au bout de 10 ans, votre salaire a un petit peu progressé, je dois vous proposer une recharge de 30, 40, 50 000 €. Vous avez isolé les combles, les fenêtres, le sol. Est-ce que vous voulez changer le système de chauffage? Aujourd'hui, ça n'est même pas proposé commercialement. Donc je pense qu'il y a à la fois de l'innovation commerciale du côté des banques, j'en ai parlé plusieurs fois à certaines d'entre elles, et deuxièmement, peut-être une réglementation pour dire vous devez être acteur de la transition énergétique dans votre pays. Une réaction, Olivier Saleron, il faut contraindre, il faut inciter les banques à faire beaucoup plus. C'est parfait, il le dit depuis 2 ans, tout le monde en parle. Hein. Depuis 2 ans, rien ne s'est fait. Je suis désolé, depuis Jean Castex, Premier ministre, qui était un homme de terrain, je stigmatise absolument pas, mais on n'a rien eu. C'est-à-dire qu'on n'a eu que des régressions. On a eu des assises du BTP qui n'ont pas donné grand-chose. On a eu un CNR logement qui a duré 9 mois, qui a mobilisé 900 personnes sur 4 thématiques, dont le logement pur. Eh bien, on a eu une régression il y a à peine 1 an. Donc voilà, il faut qu'on se mobilise. Et les banques, effectivement, peut-être frileuses, et on l'a vu, doivent aussi s'intéresser à cette valeur verte. Alors tout le monde nous dit, oui, alors justement pour les entreprises, si vous voulez qu'on vous prête avec des taux préférentiels, il faut qu'il y ait de la rénovation énergétique. Bien sûr, mais chez les habitants, chez nos concitoyens, c'est la même chose. Benoît Bazin vient de parler sur la rénovation énergétique, mais sur le neuf, c'est pareil. Faire un prêt à taux zéro pour un bâtiment neuf aujourd'hui,
Est-ce que ce n'est pas un prêt vert? Mais si, automatiquement, puisque c'est forcément de la RE 2020. Donc, quelque part, se valoriser aussi dans les chiffres bancaires, dans les ratios. Le prêt à taux zéro, c'est un prêt environnemental. Aujourd'hui, on l'a dit, on est champion olympique de la construction neuve en France. Et donc là-dessus, il faut que ça compte. Donc, il faut y aller. Ça tombe bien quand même, depuis la baisse des taux d'intérêt qui nous ont fait beaucoup de bien et qui vont nous faire, je l'espère, s'il n'y a pas de catastrophe internationale ou autre, ou une intervention de l'État inadéquate, eh bien ces taux vont continuer à baisser. Ça va faire du bien aussi à la rénovation énergétique, mais aussi au neuf. Et puis ça va forcer, on le sait, j'ai rencontré le président des banques françaises, nos 5 grandes banques françaises, et puissantes au niveau européen, eh bien, se tirer un petit peu en concurrence, justement, pour faire baisser les prix, et aussi pour proposer des choses, des taux préférentiels, justement, pour la construction neuve environnementale, et surtout, et beaucoup, pour la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments, y compris, parce que ça aussi c'est un gros thème sur la crise écologique et économique, sur tout ce qui est en France, les bâtiments collectifs. Alors, vous l'avez dit, sur le social, CDC Habitat le fait très bien, mais aussi une grosse partie d'Action Logement, si puissant, évidemment, le fait sur ces bâtiments-là, mais aussi toutes les copropriétés françaises. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on essaie de rénover ces copropriétés, on n'y arrive pas, parce qu'il y a des lois, il y a des décrets qui empêchent de faire quelque chose de global. Si jamais quelqu'un n'est pas content, on ne peut pas rénover. Donc là, il y a un marché aussi énorme, et si on y arrive, ça sera aussi bon pour la planète. Et le financement de la rénovation sera d'ailleurs au cœur de l'une de nos tables rondes, ici même. Vos entreprises bougent, on l'a entendu, elles font évoluer leurs pratiques, elles font évoluer leurs offres. Quel effet d'entraînement est-ce que vous voyez autour de vous, chez les Français, chez vos clients, Jean-Christophe Repon, chez les partenaires, chez les fournisseurs? Nous, on essaye justement de remettre cette confiance au goût du jour. On a besoin d'avoir entre le client, le particulier et l'artisanat un climat de confiance et un climat de respect et un climat de compétence. Ça veut dire que nous, on doit apporter au client un avis, une expertise, et le client faire confiance à l'entreprise. C'est pour ça que nous créons aujourd'hui cette marque Artisan du bâtiment by CAPEB pour créer ce collectif de confiance France entière qui regroupe l'ensemble des 62 000 artisans de France, de la CAPEB, qui vont donner des gages de qualité auprès des artisans. C'est l'art de ne pas se tromper, c'est ce qu'on essaie de porter auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des artisans, et qu'il fait bon être dans ce collectif. Il est important de redire également que pour nous, l'artisanat, il faut que ce marché soit accessible. C'est quand même la vision même de convaincre aussi nos artisans que ce marché il est fait pour eux. Vous savez, nous, majoritairement, le cœur du métier, c'est la rénovation sans énergétique derrière. Ça veut dire que s'il y a une contrainte évidente à faire de la rénovation énergétique, d'évidence, moi, artisan en territoire, je vais aller vers le marché le plus aisé à faire et le moins contraignant. D'où la volonté de simplification administrative derrière. Nous, artisanat du bâtiment, sur l'ensemble du territoire, on ne va pas contraindre les banques. On a un rapport aux banquiers beaucoup plus mesuré, mais d'évidence, il faut qu'ils soient présents auprès de nous pour travailler. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est le gouvernement. Donc on a un artisan qui se réinvente, un artisan qui se pose des questions, un artisan qui veut exister demain, qui veut être actuellement, c'est 620 000 artisans sur l'ensemble du territoire. Nous, on veut que demain, il y en ait 700, 800 000 et qui vivent bien de leur métier, qui vivent bien de leurs compétences et qui vivent bien en proximité pour de l'activité. Ça veut dire, je le disais, sur la rénovation énergétique, sur la rénovation tout court, sur le maintien à domicile, un marché essentiel pour l'artisanat, qui est un métier qui doit se réinventer également, c'est-à-dire comment on travaille ensemble pour que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez elles. C'est pour nous un marché d'évidence. Il n'est pas question pour nous que de voir des groupes s'organiser et qui créent un métier de la rénovation, du maintien à domicile. Nous, on a besoin que nos artisans aient accès à ces marchés, qu'ils soient en proximité, qu'ils conseillent au mieux. Vous savez, quand je faisais allusion tout à l'heure à l'étude de confiance qui a été faite et que l'artisanat est dans les 3 premiers dans le podium, c'est que nous travaillons de génération en génération avec les familles en local. Les familles nous donnent les clés et nous permettent de travailler. Et nous avons travaillé avec le grand-père, avec le père et le petit-fils. Donc on a besoin de mettre ça en valeur, de raconter une histoire et de raconter que
l'artisanat du bâtiment est une des solutions de la rénovation et de la rénovation énergétique. Mais en se réinventant, c'est ce que nous essayons de faire. Olivier Saleron, comment on embarque tout le monde ? Écoutez, moi vous l'avez compris, je parle au nom de tous. Hein. Quand je parle des artisans, les artisans c'est 2/3 de nos effectifs. Hein. Sur nos 50 000 entreprises. Donc je parle pour l'ensemble parce que quand on est sur le terrain, le métier il est le même. Hein, c'est exactement le même. Donc effectivement, voilà, l'ensemble des entreprises s'y mettent. Et je le disais tout à l'heure, on a des jeunes entreprises, mais moins jeunes, qui vont aussi développer, de façon d'une start-up ou autre, dans le bâtiment, des solutions qui soient des solutions de terrain, des solutions aussi de recherche avec nos entreprises de fabrication de matériaux, mais quelquefois locales, des choses tellement innovantes que c'est ça qu'il faut financer. C'est ça qu'il faut éviter qu'ils aillent aux États-Unis, en Corée du Sud ou au Japon, ou même en Chine, pour montrer évidemment leur ingénierie. Donc tout ça, je crois que c'est un collectif. Nous, quand on fait évidemment des actions, quand on voit le bâtiment 2035, eh bien c'est l'ensemble de la filière. On a toute la légitimité pour parler sur l'ensemble de la filière. Nos adhérents, font 2/3 du chiffre d'affaires du bâtiment en France, mais finalement, c'est l'ensemble qui est intéressant. C'est tout ce que l'on peut aller piocher chez les uns chez les autres et d'avancer en filière. Nous avons créé, tout à l'heure, il y avait Anne-Laure, l'architecte, l'Alliance pour le logement, où il y a 10 fédérations qui sont vraiment ensemble, unies. Nous demandons ce fameux Conseil national de la construction dont a parlé tout à l'heure M. Pisani-Ferry. C'est nous qui le demandons, la FFB, pour être vraiment au cœur de l'État, pour qu'on soit avec les industriels, avec les fabricants de matériaux, mais aussi toute l'ingénierie et donc les constructeurs, promoteurs compris, au centre de tout. Parce que le bâtiment, la construction, le logement, c'est un des 3 piliers de la société française. Se nourrir, se loger, se soigner. Et là-dessus, les Français ne sont pas dupes. Quand ils parlent de pouvoir d'achat aujourd'hui, ça y est, ils ont enfin compris, et nos politiques aussi, que le logement était au cœur de tout. Benoît Bazin, même question. Comment est-ce qu'on entraîne ? Comment est-ce qu'on embarque tout le monde ? Je pense qu'on a besoin de messages très forts. Encore une fois, d'être tous convaincus que le bâtiment, la construction, c'est au cœur de ces carrefours sociaux, énergétiques et climatiques. Deuxièmement, on a besoin d'un message très fort de l'ensemble des parties prenantes, mais des pouvoirs publics en premier, sur la visibilité, la stabilité, sur l'importance du bâtiment, sur l'engagement que ça représente en termes financiers pour les collectivités, pour l'État, pour les acteurs privés de la finance. On a besoin aussi de messages très positifs sur les métiers du bâtiment, qui ont été quand même vus de façon un peu condescendante, si je reprends quelques années en arrière. Ce sont des beaux métiers, nobles, modernes. On regarde du digital, on mesure des kilowattheures par mètre carré, attractifs, sur lesquels on peut avancer, et on avance sur la diversité aussi homme-femme. Donc il faut valoriser toute cette filière du bâtiment. C'est des métiers qui sont locaux, qui ne vont pas être délocalisés en Chine ou au fin fond du Canada demain matin. Donc il y a tout un enjeu de valorisation de la filière qui commence par nous, mais qui se poursuit aussi avec les pouvoirs publics pour véritablement remettre l'importance de cet écosystème de la construction au cœur des priorités nationales. Je pense que les Français aujourd'hui, ils ont besoin de savoir quel est leur logement. C'est le premier poste qui ampute leur pouvoir d'achat. Quelle est l'école et l'hôpital qui sont à côté de chez eux. Là aussi, à nouveau, bâtiments, écoles, bâtiments d'hôpitaux, et puis après la sécurité. Mais clairement, remettre le logement, le bâtiment au cœur des priorités du pays. Et tous les acteurs de la filière, on le sait, en France, sont motivés, sont compétents, sont engagés. On travaille de plus en plus tous ensemble parce que c'est cette collaboration qui va nous faire gagner, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis, voilà, je pense qu'il faut donner cette confiance, cette visibilité. Donc moi, je suis optimiste. On est résolument engagés, des équipes très très engagées sur le terrain, des métiers courageux, des métiers, encore une fois, très modernes. Donc voilà, un message de confiance, de visibilité, d'engagement, à la fois moral et financier, pour valoriser le monde de la construction. Mais je suis plutôt optimiste de ce que j'entends ces derniers jours, avec des équipes gouvernementales, encore une fois, très compétentes, très pragmatiques sur le terrain, puis qui ont vu quand même que quand on prend le bâtiment de haut depuis 7 ans, il y a des conséquences très graves sur le terrain, et on ampute la croissance économique du pays si on ne prend pas soin du bâtiment. Allez, on arrive presque au terme de cette table ronde. Un dernier défi. Allez, 3 questions très courtes et réponses très courtes si possible.
Un message d'abord au gouvernement. Olivier Salon. Le bâtiment en général est un coefficient multiplicateur quasi par 10 des recettes fiscales. Ça, c'est purement budgétaire. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, le gouvernement ne réfléchit que budgétairement. Donc là-dessus, voilà un argument de poids. Jean-Christophe Repon, même exercice, une phrase. Pareil, et redire toute l'importance du bâtiment dans l'équilibre du budgétaire français, et qu'il n'oublie pas dans cet équilibre budgétaire le segment de l'artisanat du bâtiment qui fait souvent le travail et souvent oublié. Donc c'est pour nous, dans mon rôle, le rappel de ce segment-là qui va du neuf à la rénovation. Benoît Bazin. Visibilité et stabilité. Et deuxièmement, engagement financier pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, que la transition environnementale soit juste socialement, et puis engagement sur les bâtiments publics pour que l'État et les collectivités soient exemplaires. Un message maintenant aux Français qui vont acheter, rénover, construire. Benoît Bazin. On peut construire bien, respectueusement vis-à-vis de l'environnement, et c'est pas plus cher. Et deuxièmement, si vous ne construisez pas en neuf, rénovez bien, parce que ça baissera votre facture, vous aurez du confort thermique, et vous transmettrez à vos enfants ou à des nouvelles générations un bâtiment de qualité qui, en termes de valeur immobilière, aura regagné aussi des plumes. Donc construisez bien, rénovez bien, et vous avez toute une filière très engagée pour le faire à votre demande. Jean-Christophe Repon. Je dirais, faites confiance à l'artisanat, faites confiance à l'artisanat du bâtiment by Capeb, à l'annuaire que nous ouvrons, et vous aurez comme ça la capacité de ne pas vous tromper. Olivier Salon. On ne peut pas s'adresser à tous nos concitoyens de la même façon, parce qu'on a des très modestes, qui ont besoin de bâtiments sociaux, de logements sociaux, qui n'ont peut-être pas aussi forcément les moyens. Donc, comme on l'a dit aussi quasiment en introduction, les politiques publiques sont importantes dans notre pays. Voilà, on ne peut pas s'en passer. On est en France, donc il faut une mixité de toutes ces choses-là, et que ceux qui ont plus les moyens puissent investir dans la pierre aussi, parce qu'il y a de l'épargne en France, hein, on les compte en milliards, etc. Donc il y a de l'épargne en France. Il faut que ces concitoyens plus aisés puissent investir dans la pierre pour louer à des habitants plus modestes. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir, cette solidarité nationale qu'on doit avoir avec nous. Oui, c'est aussi une forme d'humanisme de pouvoir loger les plus modestes quand on a un peu plus les moyens pour investir dans la pierre. Et je finirai, si vous le voulez bien, parce qu'on ne l'a pas prononcé aujourd'hui, sachez qu'à nos Jeux Olympiques à nous, c'est-à-dire c'était il y a 15 jours, les WorldSkills qui ont eu lieu à Lyon, on était tous ensemble, eh bien le bâtiment a obtenu la moitié des médailles françaises, hein, la moitié des médailles françaises, ce qui l'a fait donc grimper à la 3e place mondiale. C'est un record. Bien sûr, on est derrière les Chinois, bien sûr, on est derrière les Coréens du Sud, mais on a mis la pâtée à tous les pays européens, dont la Suisse, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi un formidable message de cette jeunesse. Il y avait 1800 compétiteurs. Vraiment, c'était les Jeux Olympiques. Je vous le conseille à tous et à toutes. L'année prochaine, les finales nationales ont lieu. Nationales. Hein, là, c'était les Jeux Olympiques mondiales, mais nationales à Marseille. Il faut y aller. On prend un coup de boost de jeunesse. Oui, la jeunesse française, elle est bâtiment. On ira. Un dernier message maintenant aux professionnels qui sont réunis sur Batimat. On commence avec vous, Jean-Christophe Repon. On va être vigilant pour que le marché reprenne définitivement. On va regarder comment on peut le dynamiser en arbitrant au niveau gouvernemental. Mais je pense que le potentiel devant vous du chantier et de la rénovation énergétique est pour vous source d'inspiration. Elle est source de travaux à venir. Et elle est, je pense, une dynamique, j'allais dire, irréversible. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir, s'inventer, se réinventer, mais qu'il y a un potentiel pour les 50 ans à venir et que nous, on sera présents pour accompagner au mieux nos représentants. Olivier Salon, même question, un message pour les professionnels ? 2022 exposants, c'est ce que j'ai retenu ce matin. Hein, donc c'est peut-être en 2024, hein, si on comptait vraiment tout le monde. Donc ça, c'est formidable. Alors oui, l'année va être compliquée, l'année 2025 aussi, mais il faut qu'on puisse faire le dos rond avec de l'espoir. C'est-à-dire ce qui va être dit demain en politique générale, dans les grandes lignes, mais aussi les jours prochains, dans le prochain PLF, pour nous donner de la visibilité, et nous l'espérons tous ensemble autour de la table, mais vous aussi, dans les 5-10 prochaines années, qu'on puisse investir, qu'on puisse former, qu'on puisse rénover la planète, qu'on puisse construire encore d'une façon environnementale. C'est ça. Donc vraiment, avec le titre de votre table ronde d'aujourd'hui, beaucoup d'espoir sur ces deux mots, écologique et économique. De toute manière, ça n'ira pas l'un sans l'autre. Benoît Bazin, pour le mot de la fin.
D'abord, bravo et merci pour votre savoir-faire, vos compétences, votre engagement, votre courage. Je suis toujours bluffé de voir tout ce qui se passe dans le monde de la construction en France. On est effectivement très très en avance par rapport à d'autres pays. Deuxièmement, Saint-Gobain est très investi en France, c'est notre premier pays, 38 000 salariés, 2000 points de négoce, 80 usines. Donc Saint-Gobain est là pour vous accompagner, pour continuer d'innover. Et puis troisièmement, ce sont des très beaux métiers. Nous avons 3 décennies de croissance pour aller vers la neutralité carbone et vous apporter du mieux vivre à vos concitoyens. Donc ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers modernes, c'est des métiers ouverts aux garçons comme aux filles. Donc rejoignez le monde du bâtiment. Nous avons beaucoup d'opportunités fascinantes pour apporter à notre planète, à nos concitoyens, beaucoup de très belles réponses positives. Merci à vous trois pour votre présence lors de cette ouverture de Batimat et pour vos messages très positifs. On peut vous applaudir. Voilà, je vous invite peut-être à vous réunir pour une photo. J'en profite pour vous donner rendez-vous cet après-midi, ici même, pour parler de la rénovation. À 14 h, nous verrons comment inciter les ménages à rénover. Et puis à 16 h 30, nous parlerons de l'avenir de la rénovation énergétique et globale pour 2025. Et puis surtout aussi demain, pour le prochain Batitalk, ce sera à 11 h pour parler décarbonation. Nous serons notamment avec Fabrice Bonifay et Antoine Denoy. Voilà, c'est la fin de cette première matinée d'échange. Merci à vous tous d'avoir participé à ces échanges.